qui est, alors je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, d'autres pas, certains l'ont pratiqué ou pas. Je pense qu'il y a différents niveaux de connaissances. Donc on va essayer de faire un peu une présentation à la fois générale et aussi dans le détail. Vous aurez un temps pour les questions et puis j'espère qu'on reviendra encore une fois dessus ultérieurement parce que c'est un vaste sujet. On va parler en plus des actualités législatives qui font que ce DTG est en train d'être un peu modifié, sans rentrer trop dans le détail. Voilà, donc je vais d'abord laisser... Alors, je présente mes intervenants déjà. Alors, avec le... Oups. Donc, Jessica Jacobi, chargée de mission de l'Agence parisienne du climat, qui va vous faire un panorama un peu général sur la rénovation des copropriétés. Camille Morel, donc, qui travaille pour l'Association des responsables de copropriété, autrement appelée ARC, qui connaît très très bien le DTG puisqu'elle a participé à sa rédaction. Elle a été vraiment le pilote à la tête du navire sur ce projet. C'était un gros travail. Et Jean-Charles Vaillant, architecte, qui représente la compagnie des architectes de copropriété, et donc qui va vous illustrer un peu par des exemples très, très parlants comment on peut réaliser un DTG. Voilà, je leur laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Alors, avant de commencer, je voulais vous poser une question. Qui parmi vous vit ou a déjà vécu dans une copropriété ? Voilà, donc on voit que ça concerne quand même déjà du monde. Qui parmi vous travaille déjà en tant qu'architecte avec des copropriétés? Je dis bien des copros, pas des copropriétaires, hein, des copropriétés. On voit déjà que le nombre est plus faible, d'accord? C'est un marché qui est accessible aux architectes. Il y a beaucoup de possibilités. Le DTG, on va le voir, c'est un outil qui va nous permettre justement d'accéder à cette commande très particulière de la copropriété qui fait des fois un petit peu peur. Et donc, on est là justement pour démystifier, pour montrer que c'est accessible, qu'il n'y a pas vraiment de difficulté et que justement, il y a des outils pour faire ça. Alors, je vais vous poser encore deux petites questions, et notamment pour s'assurer que tout le monde maîtrise bien un peu le vocabulaire copro, et puis après, je vais laisser la parole aux intervenantes. Alors, on va regarder qu'est-ce que c'est qu'un syndicat, un conseil syndical et un syndic, parce que ce n'est pas des fois toujours très clair, les trois termes. Alors, première question, qui représente légalement la copropriété? Qui pense que c'est le syndicat? Ok. Qui pense que c'est le conseil syndical? D'accord. Qui pense que c'est le syndic? Ok, alors c'est très partagé. Je vais vous donner les réponses après. Deuxième question, qui prend les décisions, notamment pour les travaux en copropriété? Alors, qui pense que c'est le syndicat? Ok, pas beaucoup de réponses. Qui pense que c'est le conseil syndical? Ah, beaucoup plus de gens, ok. Et qui pense que c'est le syndic? Ah, ça dépend. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trois organes? Le syndicat, c'est l'ensemble des copropriétaires. On dit aussi le syndicat des copropriétaires. Il se rassemble en assemblée générale, vous l'avez sûrement tous déjà vécu, une fois par an minimum. Et c'est à ce moment-là qu'on prend les décisions vraiment qui engagent la copropriété. Donc c'est vraiment eux qui prennent la décision de faire des travaux ou pas. Sauf, effectivement, le petit bémol, c'est s'il y a des travaux d'urgence, ça va être le syndic. Alors deuxième organe, le conseil syndical. Le conseil syndical, c'est parmi les copropriétaires, des personnes qui sont élues pour être des représentants, mais ils n'ont pas de représentation légale. C'est uniquement, en gros, des acteurs qui vont permettre qu'il y ait une bonne cohérence, une bonne cohésion au sein de la copropriété. Et dernier acteur, le syndic. Donc lui, c'est le représentant légal, c'est-à-dire qu'il va être mandaté par les copropriétaires pour les représenter quand il y a des devis à signer, quand il y a des travaux engagés. Une fois que les choses ont été votées, c'est lui qui va, par son mandat, agir. Voilà, donc c'était juste pour faire un premier état des lieux et être bien d'accord, parce que ces termes-là, on va les utiliser à plusieurs reprises, donc c'était pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Et donc, je passe la parole tout d'abord à Jessica. Bonjour à tous et à toutes. Donc, peut-être pour me représenter, Jessica Jacobi-Coali. Je suis responsable de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Alors, peut-être
pour continuer sur les quiz, qui connaît l'Agence parisienne du climat? Ah, je vois Antoine derrière qui a un doute. Non, on ne connaît pas? Très bien. Super. Alors, l'Agence parisienne du climat, on est une association. On a été créé à l'initiative de la ville de Paris en 2011 et on accompagne sur le territoire parisien les copropriétés, les Parisiens, les Parisiennes qui auraient des questions autour des enjeux sur le changement climatique et principalement les copropriétés qui souhaitent se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Donc on intervient à tous les stades de leur projet. Donc on a été créé pour la mise en œuvre du plan climat, comme je l'ai indiqué. On est le guichet unique de la rénovation énergétique sur Paris, donc un peu comme ma collègue tout à l'heure qui est passée juste avant moi, MVE, l'ALEC MVE qui intervenait sur le territoire du 93 et 94 en tant que guichet unique de la rénovation énergétique sur son territoire. Ben, nous, c'est pareil sur Paris et on fait bien évidemment partie du réseau des espaces France Rénov'. Donc ex-espace Fer, ex-espace Info Énergie, voilà, je pense qu'il y a eu une transition que tout le monde a entendu parler des espaces Fer. Ben, maintenant, ça a changé de nom, c'est France Rénov', mais l'accompagnement reste la même. Donc, à l'agence, nous sommes une trentaine et on a une équipe de 12 conseillers pour accompagner les copropriétés. Il me semblait important, avant de parler de diagnostic, de parler d'accompagnement, tout simplement comprendre pourquoi on fait tout ça, et aussi que représente, puisque Jean-Charles en parlait, un marché important de copropriété sur Paris, donc, et à l'échelle de la métropole, c'est comprendre un peu où on est et de quoi on parle. Sur Paris, on a un peu plus de 43 000 copropriétés. Donc, ce qui représente parc, contrairement à d'autres territoires, on a quasiment exclusivement que des copropriétés. Donc, on a un peu plus de 1 million de logements et donc 95% du parc en logement privé. Ça, c'est important à noter. Et sur le territoire métropolitain, on a un peu plus de 100 000 copropriétés, soit 2 millions de logements et qui représentent 87% du parc privé. Donc, lorsqu'on parle de potentiel marché, là, je pense que ça vous donne une bonne idée à quel point vous pouvez, vous, en tant qu'architecte, intervenir en copropriété et tout ce qu'il y a à faire également sur le parc. Parce qu'on parlait de notre intervention, notamment sur les différents plans climat. Dans notre cas, c'est plus le plan climat parisien, mais ça me semblait intéressant de vous partager les différents objectifs des plans climat, notamment pour Paris, faire une ville neutre en carbone d'ici 2050. Là, vous avez un peu ce qu'il faudrait faire par an pour rénover l'intégralité du parc. Donc, si on prend par exemple la troisième partie, le plan climat parisien, il faudrait rénover donc 43 000 copropriétés, donc un peu plus d'1 million de logements au niveau BBC rénovation. Et donc, on serait à un peu plus de 1430 copropriétés par an. Bien évidemment, on en est loin actuellement, mais voilà, on y travaille et ça fait aussi partie de votre rôle en tant qu'architecte. Et nous, en tant qu'accompagnants, en tant que conseillers, notamment au sein de l'Agence parisienne du climat et des espaces France Rénov', de faire en sorte que les copropriétés s'engagent lorsqu'il y a un sujet de réflexion, de rénovation. Voilà, comment faire pour s'engager dans ce type de projet? Pour ce faire, on a créé en 2013 l'outil Coach CoPro. Donc, est-ce que ça parle à quelqu'un, le coach CoPro? Ok, donc j'ai bien fait de venir, super. Donc, le coach CoPro, c'est une plateforme, c'est un outil d'accompagnement proposé aux copropriétaires, donc qui a pour but de sensibiliser, d'informer, d'accompagner les copropriétés dans leur projet de rénovation énergétique, j'entends. Donc, en tant que professionnel, vous intervenez à quel moment? Nous, on est souvent là en amont pour expliquer comment se lancer dans un projet de rénovation, donner des éléments sur les aides financières qui existent, expliquer les différents diagnostics. Tout à l'heure, on va parler de DPE, de DTG, de plan pluriannuel de travaux. Voilà, c'est aussi expliquer ce qui existe aux copropriétaires et les orienter vers les bons diagnostics et après les bons professionnels. Quand je dis bons professionnels, c'est des professionnels, qui interviennent en copropriété, parce qu'on sait bien que le marché en maison individuelle n'est pas exactement le même marché qu'en copropriété. Et le travail, justement, qu'on mène, nous, à l'Agence parisienne du climat, auprès des professionnels qui interviennent à l'échelle de la métropole du Grand Paris, c'est essayer de faciliter le passage à l'acte des copropriétés et faire en sorte qu'ils arrivent auprès de vous avec une idée bien précise de ce qu'elles souhaitent faire comme travaux,
comment entamer ce type de projet. On met aussi à disposition des formations, des événements, parfois avec nos partenaires comme la Compagnie des architectes de copropriété, comme l'ARC et d'autres qui informent sur les solutions qui existent, parfois des retours d'expérience entre pairs. Voilà, on est vraiment là pour faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent et qu'il y ait de beaux projets qui aboutissent. Là, je vous ai mis très rapidement à quoi ressemble cet outil sur lequel il y a un certain nombre de ressources documentaires. On organise également des salons, forums, notamment le forum Habiter Durable qui aura lieu le 12 avril prochain à l'Hôtel de Ville de Paris. Le coach copro est disponible à l'échelle nationale, mais je pense que tous ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui interviennent à l'échelle au moins d'Île-de-France et donc est disponible sur l'ensemble de la métropole du Grand Paris. Je vous ai mis sur la carte qui intervient sur quel territoire et quelles sont les agences que vous devez contacter lorsque vous avez un projet, une question, une problématique liée à une copropriété. Pour rentrer dans le vif du sujet donc de la rénovation énergétique en copropriété, selon nous, il est important de bien comprendre et de bien cibler les besoins de la copropriété. Donc ça fait un peu partie de la première étape, c'est lorsqu'une copropriété vient nous voir, souvent c'est « Ah oui, on a une injonction de ravalement, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ça serait bien qu'on embarque aussi le volet énergétique. Ou quelles sont les aides financières pour changer les fenêtres. Et en fait, parfois, ça part d'un projet individuel de 2 copropriétaires et ça aboutit à un projet, à force de discussion, de pédagogie, à l'ensemble de la copropriété. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, finalement, ce sont les 2-3 premières phases d'un projet de rénovation en copropriété. C'est le besoin de la copropriété, quel est le besoin, préparation et audit, donc vers quel type de diagnostic s'orienter, pour après passer à cette phase de conception. Et ce qui est indispensable en copropriété, c'est bien évidemment tout le travail de communication qu'il va falloir mener en amont du projet, pendant le projet et après, et ce, avec l'ensemble des copropriétaires. Notamment lorsque je parle du besoin de la copropriété, la première étape, on a vu que c'était notamment les diagnostics, la préparation, on parlait d'audit. Qu'est-ce que je dois faire en tant que copropriétaire pour se lancer ? La loi ALUR, donc là je vous ai mis tous les codes, etc. La loi ALUR, avec le DTG, pardon, a mis en place le DTG, le diagnostic technique global. Qu'est-ce qu'on constate? En quel cas on a l'obligation de réaliser ce DTG? Donc on a cette obligation de le mettre déjà à l'ordre du jour, sans obligation de voter. Donc ça, il y a une petite subtilité. Et notamment, c'est obligatoire pour certaines copropriétés, notamment pour les immeubles de plus de 10 ans qui font l'objet d'une mise en copropriété. Et deuxièmement, sur les immeubles qui font l'objet d'une procédure pour insalubrité. Donc en tant que copropriétaire, lorsqu'on leur parle de DTG, ils peuvent nous dire oui, mais on n'a pas l'obligation. Mais pourquoi faire ce DTG? Donc, ce qui a été indiqué dans la loi ALUR, voici ce que doit contenir le DTG. Donc aussi, c'est notre rôle d'expliquer qu'en faisant le DTG, sans rentrer dans forcément le détail de ce que dit la loi ALUR, c'est globalement qu'est-ce qu'on va retrouver dedans. On va retrouver un diagnostic architectural de son immeuble. On va retrouver aussi un volet énergétique. Donc potentiellement, si je fais des travaux et que j'embarque effectivement ce volet énergétique, qu'est-ce que la copropriété pourra faire en termes de gains d'économie d'énergie, en termes de confort, parce que finalement c'est ça qui fera la différence, c'est le confort au sein de son logement, et également combien ça va me coûter. Et donc ce diagnostic, globalement, c'est ce qu'on va retrouver dans le diagnostic technique global. À la sortie de la loi ALUR et du DTG, on a vu les différents points qui ont été indiqués dans le texte de loi. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, quand je parle de nous, je pense à Planète Copropriété, à l'ARC, donc avec Camille et également l'Agence parisienne du climat. On s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de diagnostics avec tout type de coûts, avec parfois, on part du simple au triple en termes de coûts, et on s'est dit que ce serait intéressant d'établir un référentiel qui pourrait être utilisé par l'ensemble des professionnels qui interviennent en copropriété. Donc on a travaillé, on a eu 9 ateliers de travail entre 2019 et juillet 2020
pour établir ce diagnostic technique global avec l'ensemble de la profession, hein. Donc il y avait l'Ordre des architectes, la Compagnie des architectes de copropriété, des bureaux d'études, voilà, un panel de représentants relativement large afin d'avoir un seul et même document qui serait utilisé par l'ensemble de la profession. Ça aboutit en 2020, en septembre 2020, un nouveau référentiel donc, qui a été mis en ligne. Dans le petit dossier, vous pourrez le télécharger, pour lequel on a défini 3 grandes étapes. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails puisque ça fera l'objet de la présentation de Camille, mais on a en 1, présentation générale et analyse de la gestion technique de la copropriété. En 2, le diagnostic architectural et énergétique dont on parlait tout à l'heure. Et enfin, en 3, ce qui sera aussi important et qui fait déjà peut-être une transition vers le plan pluriannuel de travaux, la planification des travaux, avec à chaque fois une estimation des coûts associés. Voilà, donc sur le référentiel, le DTG qui est actuellement en ligne, il fait actuellement l'objet d'une mise à jour avec les différents textes qui sont sortis et modifications. J'entends par là le DPE collectif, le plan pluriannuel de travaux. Donc Camille vous en parlera tout à l'heure. Et juste avant de terminer, pour ceux qui interviennent à l'échelle de la métropole du Grand Paris, donc Paris plus les autres départements alentours, il y a une aide financière disponible pour vos clients, pour vos copropriétés, de 5 000 €. Et il y a 3 points à respecter, 3 critères à respecter: que la copropriété soit inscrite sur le Coach CoPro, donc la plateforme neutre et indépendante que je vous ai présentée tout à l'heure, faire appel à un professionnel qui est inscrit sur l'annuaire des professionnels, donc Coach CoPro toujours, l'outil, on a développé aussi un annuaire sur lequel vous, en tant que professionnel qui intervenez en copropriété et notamment sur le volet rénovation, vous pouvez également vous affilier, et enfin respecter bien évidemment le référentiel DTG qui a été réalisé. Et donc pour ce faire, si vous avez plus de questions sur vos projets, comment obtenir cette aide, vous pouvez soit revenir vers nous à l'Agence parisienne du climat si vous avez une copropriété qui est sur Paris, ou sinon vers un autre guichet unique de la rénovation à l'échelle de la métropole, donc les collègues que je vous ai montrés sur la carte tout à l'heure. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Camille Morel, donc la responsable du pôle rénovation et énergie de l'ARC. Donc, l'ARC, c'est une association des responsables de copropriété, c'est-à-dire c'est une association qui s'adresse aux conseillers syndicaux qui peuvent accéder à des services grâce à cette adhésion. Donc, on a beaucoup de juristes, de contrôleurs de comptes, mais aussi un pôle donc rénovation avec architectes et thermiciens pour donner des conseils aux copropriétaires. Alors, donc là, moi, je vais vous présenter le référentiel DTG qu'on a construit. Donc, ça sera la première partie de ma présentation. Et après, je vais vous parler des actualités réglementaires récentes avec la loi climat de août 2021 qui nécessite du coup de mettre à jour le référentiel. Donc, on est en train de travailler là-dessus en ce moment. Donc, je fais un petit préambule qui reprend ce que disait Jean-Charles Vaillant ou Jessica. Donc, en copropriété, il y a un certain nombre d'étapes, puisque comme vous le savez, pour ceux qui travaillent avec les copropriétés, les conseillers syndicaux, ce ne sont pas des professionnels. Et le syndic, qui est le mandataire et qui est celui qui va signer les devis, par exemple, eh bien, ça n'est qu'un prestataire de services pour les copropriétaires. Et donc, on se rend compte que ceux qui décident, ce sont des copropriétaires qui sont des non-sachants. Et quand on présente des devis qui sont quand même souvent assez chers, eh bien, si on n'a pas un peu de pédagogie et de méthodologie derrière tout ça, eh bien, il y a juste une levée de bouclier le jour de l'Assemblée générale, les gens votent contre et puis c'est tout. Donc là, ce petit schéma qu'on a créé à l'ARC, c'est justement pour montrer que ce dont parlait tout à l'heure Jessica, c'est-à-dire il y a la définition des besoins de la copropriété qui est fondamentale, puisqu'en tant que maîtrise d'ouvrage, s'ils ne définissent pas bien leurs besoins, on va aller dans le mur au niveau après de la suite. Mais en plus de ça, eh bien, en fait, il y a toutes les assemblées générales pour voter chaque professionnel qui va intervenir. Donc,
Donc la première, voilà, là, je suis peut-être allée un peu vite, mais donc la première assemblée générale, par exemple, hein, ce serait pour voter un DTG. Donc après, on réalise le DTG, donc on peut dire que ça peut durer peut-être une bonne année. Puis après, il y a l'assemblée générale numéro 2 qui peut intervenir peut-être 1 ou 2 ans plus tard, on ne sait pas, puisque entre le DTG et le fait de pouvoir voter une maîtrise d'œuvre, ça peut être un petit peu long. Et par contre, une fois que la maîtrise d'œuvre de conception a été votée, alors on peut imaginer qu'un an plus tard, à la 3e Assemblée générale du coût, eh bien, on puisse voter les devis travaux, les plans de financement. Après, réaliser les travaux, et après, pour que vous le sachiez, en copropriété, une campagne de travaux, en fait, elle s'ouvre en Assemblée générale, on va la décider, on va la voter, on va voter le plan de financement, mais elle se ferme aussi en Assemblée générale, puisque comptablement, il faut clôturer le bilan comptable de la campagne. Bon, donc ça, il y a 4 AG, on va dire, pour un projet de travaux, mais ces 4 AG, elles peuvent se passer sur 10 ans, en fait. Voilà. Alors, il y avait une petite aparté aussi en préambule par rapport à la loi climat, on reviendra dessus un petit peu après, qui est en fait qu'aujourd'hui, vous allez avoir de plus en plus de contacts de copropriétaires parce qu'il y a une espèce d'obligation progressive de rénover qui est en train de se mettre en place au niveau des bâtiments collectifs d'habitation. Et l'État a gravé dans le marbre les étiquettes énergétiques des bâtiments. Donc le classement en A, B, C, D, E, F, G des logements. Et donc, il y a des nouvelles dispositions qui disent, en fait, à partir du 1er janvier 2028, eh bien, normalement, tous les bâtiments doivent avoir une étiquette énergétique plus intéressante. Et donc, les bâtiments qui seraient encore F ou G en 2028, eh bien, ce sera inscrit dans l'acte de vente au moment d'une mutation que il y a un besoin, il y a une nécessité, il y a une obligation de rénover et peut-être que ça baissera la valeur de certains biens. Alors peut-être pas à Paris, ça on verra. Il y a aussi en parallèle donc une interdiction d'augmenter ou de réviser les loyers en zone tendue. Donc ça serait à partir de août 2022. Alors je connais pas bien les détails de comment ça va fonctionner, mais il y a cette date qui est en train d'arriver très vite. Et il y a aussi donc l'interdiction de louer carrément les logements qui seraient trop énergivores. Et donc là, je vous ai mis voilà, les échéances. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du 1er janvier 2025, en fait, tous les logements classés G ne seraient plus possibles d'être loués. À partir du 1er janvier 2028, tous les logements classés F et G ne seraient plus possibles d'être loués. Et après 2034, on aurait donc les E, F, G. Donc en fait, là, le tableau, il faut le lire par déduction, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils l'ont mise comme ça dans la loi, et comme toute loi, c'est très difficile à comprendre. J'aurais dû le remanier, mais bon. Voilà, en fait, il faut par défaut, c'est-à-dire qu'ils considèrent que sont décents les classes qui sont indiquées dans le tableau. Donc toutes les classes qui ne sont pas indiquées sont plus décentes. Voilà. Et donc, comme vous le savez, quand on loue un logement, on doit respecter la loi de 1989 qui dit qu'on a l'obligation de louer un logement décent. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec la présentation du référentiel DTG. Donc là, une première question, c'est pourquoi améliorer l'audit global? Parce qu'en fait, depuis 2012, 2013, 2014, il existait un diagnostic qu'on appelait diagnostic global, qui avait été mis en place suite à la loi Grenelle de 2010. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup expérimenté là-dessus. L'ADEME, notamment, avait fait des cahiers des charges pour définir un peu cet audit global. Bon, mais on s'est aperçu, donc, dans les années 2016, 2017, 2018, que cet audit global avait des limites. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce groupe de travail avec l'Agence parisienne du climat et Planète Copropriété, parce qu'on s'est aperçu évidemment qu'en fonction du type de bâtiment, les besoins diffèrent.
Et l'audit global était axé sur un certain type de bâtiment. Donc, je vais vous le présenter. Donc là, pour refaire une rétrospective, sur 37 millions de logements en France, il y en a 10 à 12 millions qui sont en copropriété. Parmi tous ces logements, on sait qu'il y en a 80% de ces 10 ou 12 millions de logements en copropriété qui sont dans des copropriétés de moins de 20 lots. C'est-à-dire que la plupart des copropriétés en France sont des petites copropriétés de 20 logements. D'après les chiffres de l'INSEE, j'ai essayé un peu de faire des catégories et il semblerait qu'on ait 45% de ces logements qui soient construits avant 1948. Donc c'est tous les logements, tous les immeubles des centres-bourgs ou Haussmann ou cette catégorie. Ensuite, vous avez environ 25% de ces logements qui sont construits entre 48 et 74. Donc là, je vous ai mis deux types de bâtiments un peu différents, ceux vraiment des années 50-60, puis ceux des années 70, on va dire avant 74, avant donc la première réglementation thermique. Et après, on aurait 30% de logements qui seraient construits après 74, donc qui sont, eux, les logements qui ont commencé à être isolés. Donc isolés par l'intérieur, comme vous le savez, puisqu'on a surtout de l'isolation par l'intérieur en France. Et donc il se trouve que l'audit global qui a été expérimenté depuis 2012, disons, il a été principalement sur des copropriétés des années 50, 60, 70 en chauffage collectif. Voilà. Parce que, en fait, il était beaucoup basé sur ce qu'on appelle un audit énergétique. Et donc, c'est pour ça que tout ce qui était bâtiment en chauffage collectif avec des chaudières collectives était plus adapté et répondait à la demande. C'est-à-dire que c'est ces gens-là qui venaient nous voir. Alors, le référentiel DTG. Donc, il a été créé pour déterminer un contenu et une méthodologie qui puissent justement s'adapter à tout type de bâtiment, ancien, plus récent, chauffage collectif, chauffage individuel et tout type de construction. Tout en respectant évidemment l'article L731-1 du Code de la construction et de l'habitat, donc qui est l'article qui définit le DTG. Donc on a apporté donc, des étapes de réalisation, des moyens techniques pour la réalisation, les contenus attendus au niveau technique, thermique, ainsi qu'au niveau de la planification des travaux. En option, il y a la question de l'ingénierie financière pour le financement des travaux. Donc ça, c'est un professionnel en plus parfois qui vient travailler sur le financement des travaux pour voir quelles subventions seraient mobilisables. Donc que ce soit les subventions de l'ANA ou les subventions relatives aux certificats d'économie d'énergie. Mais il travaille aussi, par exemple, sur des prêts collectifs. Et ça, c'est très important en copropriété. Et donc, on a créé plus de 20 fiches pratiques par poste de diagnostic. Donc, on va vous les présenter après. Donc, le référentiel, il repose sur un concept à tiroir pour qu'il y ait une possible adaptation en fonction de la copropriété, de ses spécificités. Donc, avec des étapes socles ou options, des moyens techniques socles ou options, un nombre et un contenu de tableaux de bord qui vont être à déterminer en fonction des équipements collectifs de la copropriété. Et pareil, au niveau des fiches de diagnostic, eh bien, ça va dépendre de la configuration de la copropriété. Il y a aussi dans le référentiel le choix entre une analyse énergétique complète, qui en fait repose sur un audit énergétique, ou une analyse énergétique simplifiée, qui repose plus sur ce qu'on appelle un DPE. DPE collectif. Alors, donc le diagnostic, le DTG, c'est vraiment, pour mémoire, c'est un diagnostic général d'orientation pour les copropriétaires. Donc c'est pour l'ensemble des postes d'une copropriété qui repose sur une visite de site exhaustive en période de chauffe. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le référentiel, il le définit en disant en période de chauffe, on voit plus de choses quand même qu'en plein été. Donc, par exemple, au niveau, on va dire, structure ou constructif, c'est sûr que ce soit l'été ou l'hiver, on verra certainement la même chose. Mais si jamais il y a des problèmes d'humidité, s'il y a des problèmes d'infiltration,
de petites infiltrations, eh bien, en hiver, alors que le chauffage fonctionne, ça peut apparaître de manière beaucoup plus flagrante. Et ce qu'on veut vous dire, c'est que le DTG, ce n'est absolument pas une mission de maîtrise d'œuvre conception. Donc, c'est-à-dire le jour où vous faites un DTG, il faut que vous mettiez bien une limite à ne pas tomber dans de la prescription et de la conception, parce que ça n'est pas l'objectif. Là, c'est un regard général qui est attendu. Et donc, pour aboutir donc, à des recommandations de travaux par ordre de priorité, avec des coûts estimatifs et les économies d'énergie potentielles. Alors, excusez-moi. Donc, c'est un outil de conseil. Voilà. Le DTG, il vient pour, en fait, assister les conseillers syndicaux et les copropriétaires pour prendre des décisions pour aller vers la suite. Et la suite, c'est ce qui vous intéresse, c'est la maîtrise d'œuvre, en fait. Mais peut-être qu'au lieu d'arriver sur une copropriété qui dira moi, je veux faire le ravalement, et vous, le jour où vous arrivez dans la copro, vous voyez bien qu'il y a plein d'autres choses à faire, mais eux, ils veulent le ravalement, puis c'est tout. Eh bien, le DTG, normalement, devrait pouvoir permettre de soulever les autres choses à faire que le ravalement, ou ce qui serait à combiner avec le ravalement. Alors, donc, méthodologie et rapport type. Donc, on a repris la méthodologie de l'audit global parce qu'elle avait fait ses preuves. C'est donc un travail basé sur une collaboration avec les conseillers syndicaux et les syndics. Donc, il y a évidemment une phase de lancement avec toute une organisation pour justement que le jour de la visite, on puisse visiter l'ensemble des locaux. S'il y a des équipements collectifs, qu'on puisse les voir. L'équipe DTG va faire un rapport, ce qu'on appelle un rapport intermédiaire, dans lequel il va mettre tout l'état des lieux. Et pendant la réunion intermédiaire qui a lieu, eh bien, il faudra valider cet état des lieux et passer sur un travail d'élaboration des plans de travaux. Suite à ces réunions, il y a la finalisation du rapport et la présentation des résultats aux copropriétaires. Donc, comme disait tout à l'heure Jessica, donc le rapport type du DTG, il est organisé en 3 ou 4 parties. Donc, la présentation générale en partie 1. En partie 2, on a le diagnostic architectural et énergétique. Donc, c'est vraiment la colonne vertébrale du DTG, avec l'état des lieux techniques et l'analyse énergétique. Et en partie 3, planification des travaux. Et partie 4, en option, l'ingénierie financière, qui est une ingénierie financière sommaire. À ce stade, en fait, on ne va pas très très loin. L'idée, c'est d'avoir des grandes... que les conseillers syndicaux aient des bonnes idées de ce qui est possible à mobiliser. Alors, je vous présente la partie 1. Donc, c'est une présentation générale qui correspond donc aux articles 2 et 3 du CCH. Donc, bon, voilà, on présente, alors c'est ce que vous savez faire, la situation de la copropriété, les caractéristiques techniques, le nombre de bâtiments, d'étages, etc. Et aussi les caractéristiques de gouvernance et d'occupation. Donc, ce que disait Jean-Charles tout à l'heure, est-ce qu'il y a un syndic, c'est qui? Est-ce qu'il y a le conseil syndical, c'est qui? Voilà. Et après, on commence à rentrer un petit peu dans le dur sur ce qu'on appelle la gestion technique, puisque le DTG, dans le cadre de la loi, a prévu qu'on s'intéresse en fait à certaines données un peu particulières. Donc, par exemple, les données financières. Donc, est-ce qu'il y a un fonds travaux, ce qu'on appelle le fonds Allure? Est-ce qu'il y a des impayés de charges? Parce que si les copropriétaires ne payent pas leurs charges dans la copropriété, vous n'arriverez pas à engager des campagnes de travaux. Il y a une analyse succincte du règlement de copropriété. Par exemple, je vous dis le cas typique. Par exemple, dans une copropriété où il y aurait 2 bâtiments, un sur rue et un sur cour, si le règlement de copropriété ne prévoit pas des charges spéciales pour le bâtiment rue et des charges spéciales pour le bâtiment cour, ça veut dire que le jour où vous voulez refaire la toiture du bâtiment cour, c'est tous les copropriétaires qui votent. Donc si jamais ils sont 4 sur cour et 25 sur rue, peut-être que les 25 sur rue ne seront pas d'accord de voter la toiture du bâtiment cour. Voyez ? Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes à soulever, de savoir comment les copropriétaires payent les travaux en fonction de ce qui est prévu dans le règlement de copro. Et après, le dernier point, c'est la situation du syndicat au regard des obligations techniques et réglementaires. Donc, comme vous le savez, il y a dans le Code de la construction et de l'habitat, mais aussi dans le Code de l'énergie ou le Code
de la santé publique, eh ben, il y a certaines dispositions qui doivent être respectées. Et au moment où vous faites votre visite technique, ben, vous voyez, vous relevez des choses. Et donc, on a créé ce qu'on a appelé des tableaux de bord de gestion technique. Et l'idée, c'est qu'on puisse les travailler avec les conseillers syndicaux parce qu'il y a un certain nombre de documents, c'est eux qui peuvent vous les donner. Donc là, je vous donne un exemple. Ah oui, non, pour finir. Hein. Donc là, en bleu, c'est plutôt le travail de l'architecte, d'accord? Alors que là, ce que j'ai mis en bordeaux, ben, si jamais il y a un expert en ingénierie financière qui travaille avec vous pour les plans de financement après des scénarios travaux, ben là, c'est plutôt son boulot à lui. Voilà. Mais pour autant, ça vous concerne, puisque, encore une fois, si on n'a pas de charge spéciale par bâtiment, le jour où vous faites votre devis, vous savez, enfin, où vous allez faire établir les cahiers des charges des travaux, ben vous savez que ça peut avoir une influence sur la suite le jour de l'AG. Alors, je vous donne un exemple d'un tableau de bord, parce qu'on les a classés par thème. Donc là, par exemple, c'est copropriété avec ascenseur. Donc, bah, dans une copropriété avec un ascenseur, on sait qu'il y a normalement un contrat d'entretien et de maintenance des ascenseurs. Donc, bon, bah, où est-ce qu'il est, c'est qui, c'est quoi le délai du préavis, c'est combien le coût. Extincteur en machinerie, bah oui, c'est une obligation. Donc, bah, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, bon, peut-être que vous n'avez pas pu le voir. Dans ce cas-là, bah, c'est tout, c'est marqué non vu. Hein. Contrôle quinquennal, donc ça c'est une obligation tous les 5 ans de faire un contrôle quinquennal des ascenseurs, bah, donc c'est bien de savoir où la copropriété en est à ce niveau-là. Et au niveau des mises aux normes bon, qui sont passées maintenant, est-ce que ça a été fait ou pas fait? Donc normalement, si vous avez le contrôle quinquennal, bon, bah, c'est écrit dedans. Alors du coup, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai fait le zoom. Ah oui, voilà, merci. Alors après, donc ça c'était la partie 1. Maintenant je vous présente la partie 2, donc la colonne vertébrale du DTG, donc avec le diagnostic architectural et énergétique. Donc là c'est plutôt les alinéas 1 et 4 de la loi. Donc on a l'état des lieux techniques. Donc l'idée c'était de faire des fiches par poste avec l'ensemble des éléments du diagnostic dans une même fiche dédiée. C'est-à-dire de mélanger le technique, le thermique, le réglementaire pour le même poste. Et ne pas avoir, par exemple, je ne sais pas, une partie sur le technique et puis après, 30 pages plus loin, on a les éléments énergétiques. Non, si je parle de la façade, j'ai tout de suite l'idée de qu'est-ce qu'elle vaut thermiquement. Et donc c'est là qu'il y a un travail collaboratif à faire avec le thermicien. Donc on a organisé l'état des lieux en chapitres. Donc par exemple, les enveloppes, le réseau, les espaces extérieurs, par exemple. Et à l'intérieur de ces chapitres, il y a des postes comme façade, toiture. Et pour chacun des postes, on a des rubriques qui vont dire bon, bah, quels sont les matériaux, quelles sont les caractéristiques, quel est l'état d'entretien. Donc l'idée, c'est que sur ces fiches de poste, vous puissiez faire un descriptif de l'aspect général et du fonctionnement général. L'idée, ce n'est pas de faire un inventaire particulier, mais que le copropriétaire, quand il va lire la fiche, il va comprendre, OK, bah, la façade, elle est en quel état? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour peut-être l'améliorer? Et on a fait, donc évidemment, une rubrique sur les recommandations de travaux. Donc, dans le référentiel, si vous le regardez, il y a 25 fiches types qui sont annexées à la fin, et quelques fiches en option. Alors, la fiche type, comment elle fonctionne? Donc là, c'est ce qu'on a proposé sur le référentiel, mais bon, charge après à chacun de se l'approprier, de créer quelque chose qui fonctionne avec son fonctionnement. Donc, on a le nom du chapitre à gauche, le nom du poste. Là, on a la localisation, c'est-à-dire, par exemple, si c'est la façade rue, ben, je vais marquer là, façade rue. Si jamais, par exemple, je suis sur un bâtiment qui est complètement uniforme, avec des façades homogènes, ben, je pourrais dire façade générale, en fait, puisque là, je n'aurais pas besoin de faire une distinction. Après, donc, j'ai un descriptif général du poste, avec une appréciation de la qualité architecturale, si c'est pertinent. Hein. Et à gauche, après, j'ai tout le descriptif qui serait comme un peu une lecture du poste, de dire, bon ben voilà, là j'ai tel type de matériaux, si c'est la façade, je vais parler de la pluviale, je vais parler donc des caractéristiques thermiques du poste,
et éventuellement du confort d'été, enfin de choses comme ça qui restent générales. Et après, donc sur la partie de droite, du coup là ça marche plus. Alors je réessaye. Voilà, merci. Donc là, des photos. Et après, en dernière partie, tout ce qui pourrait être focus sur des désordres qui auraient été vus et des préconisations, recommandations de travaux qui sont des recommandations, encore une fois, générales. Donc surtout pas tomber sur une prescription qui pourrait s'apparenter à un cahier des charges ou à une mission de maîtrise d'œuvre conception. Donc le fonctionnement, en fait, c'est ça. C'est qu'au moment où vous avez une copropriété qui vient vers vous pour le DTG, vous allez pouvoir déterminer, est-ce que j'ai quelle fiche à faire, en fait, quels postes sont à traiter. Et par exemple, si jamais il n'y a pas d'ascenseur dans la copropriété, la fiche ascenseur, elle dégage du rapport, elle n'a pas besoin. On peut aussi s'adapter. Si jamais on est sur un bâti ancien, il y a une fiche sécurité incendie qui n'est peut-être pas opportune. On va pouvoir mettre des rubriques sécurité incendie au moment où on traite le poste cage d'escalier ou cave de la copropriété. Donc après, par rapport à certains postes, ce que je vous disais par rapport aux façades, si jamais les façades sont hétérogènes, du coup, on va être obligé d'avoir une fiche pour dire façade rue, façade cour. Et si jamais j'ai des bâtiments qui sont complètement identiques, alors je pourrais peut-être avoir une fiche générale sur les évacuations aux vannes et aux usées, parce que ce sera le même fonctionnement, voyez. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de s'adapter. En fait, avec l'outil qu'on a proposé avec le référentiel, vous vous adaptez après au bâtiment que vous avez devant vous. Évidemment, une fiche, elle peut se mettre sur plusieurs pages. Et aussi, par exemple, un petit bâtiment qui serait en fond de parcelle, on n'a pas besoin de décliner autant de fiches que sur un gros bâtiment. On peut peut-être condenser la description de ce bâtiment-là dans des fiches qu'on va inventer spécifiquement. Alors voilà, donc ça c'était la partie technique, mais comme vous avez vu, il y a le volet thermique pour décrire le poste. Et après, il y a l'analyse énergétique à proprement parler, qui est toujours donc dans cette partie 2. Et là, cette analyse énergétique, elle repose sur un calcul thermique. Donc le calcul thermique, il va être soit en complète, c'est-à-dire basé sur un audit réglementaire, ce qu'on appelle une méthode comportementale, soit sur une analyse simplifiée, donc en calcul 3CL, mais ça peut être aussi un calcul THCEX, mais on n'ira pas sur ce qu'on appelle une méthode comportementale qui est de vérifier les factures, en fait, de comparer les factures. Donc, suite à ce calcul, je vais avoir une synthèse de l'état thermique avec les éléments clés. Donc, les consommations énergétiques de la copropriété qui ont été calculées par le logiciel, le schéma des déperditions de l'enveloppe, donc de dire, OK, la toiture, elle perd 15%, les façades, elles perdent 30%. Donc, on arrive à voir où sont les postes sur lesquels il y a des enjeux de rénovation énergétique. Et au final, la consommation du bâtiment en énergie primaire, ce qu'on appelle EP, et énergie finale. Donc là, c'est les fameuses étiquettes que vous connaissez. Et on a prévu aussi des focus techniques pour détailler les modalités de mise en œuvre d'une amélioration thermique, comme l'ITE ou l'isolation d'une toiture, qui sont en lien avec la recommandation de travaux. Donc ça, c'est des focus, donc c'est les thermiciens qui font tout ça. Mais c'est vraiment pour du didactisme, pour que les copropriétaires imaginent pouvoir peut-être un jour le faire dans leur copropriété. Et donc, on va leur dire, si vous faites cette recommandation, eh bien, ça pourrait générer 15-20% de gains énergétiques. Voilà, avec des illustrations. Alors, la partie 3, c'est la planification des travaux. Donc là, c'est le dernier alinéa de l'article de loi. Et donc, nous, on a proposé donc un tableau récapitulatif avec toutes les recommandations de travaux qui sont apparues au fur et à mesure des postes.
Donc on va les classer par ordre de priorité avec les gains énergétiques. Donc c'est un tableau comme ça. Alors je ne vous ai pas mis des lignes en dessous, mais les rubriques, c'est donc on a le poste, donc par exemple ce sera façade. On a l'état actuel, bon, moyen, dégradé. Travaux à envisager, donc là ça va être ravalement par exemple. Coût estimatif, terme, court, moyen, long terme. Niveau de performance thermique, si jamais justement vous avez travaillé sur une isolation thermique par l'extérieur, donc ce sera écrit, mais comme vous avez calculé avec le thermicien des gains énergétiques, alors vous pouvez indiquer quelle résistance thermique vous avez mis sur la façade. Donc la résistance thermique, ça va être par exemple 2 ou 3 ou 4. Et donc là, ça sera forcément calculé par le logiciel pour dire si on met une résistance thermique de 4 par exemple sur la façade, on va avoir un gain énergétique en kilowattheure de temps et en pourcentage, ça fait X. Voilà. Et donc cette liste, en fait, elle va servir aux copropriétaires, au conseil syndical. Ça va être un outil le jour de la réunion intermédiaire pour essayer de voir, OK, il y a tout ça à faire, il y a des choses qui génèrent des gains énergétiques, il y a des recommandations de travaux qui ne génèrent pas des gains énergétiques. OK, est-ce qu'on arrive à construire un scénario de travaux? Parce que donc, la validation de l'état des lieux, évidemment, c'est une étape à faire le jour de la réunion intermédiaire. Mais du coup, le deuxième objectif, c'est ces scénarios de travaux pour peut-être engager la copropriété vers une mission de maîtrise d'œuvre de conception où on aurait un projet qui serait basé sur, évidemment, l'entretien de la copropriété. Et si jamais il y a des travaux d'urgence qui sont apparus, on va les mettre dedans. Mais peut-être aussi embarquer la rénovation énergétique, puisque, comme vous le savez, c'est aussi une obligation. Alors, pour certains bâtiments. Donc, les scénarios de travaux, on propose qu'ils puissent présenter les travaux classiques et les possibilités de travaux embarqués. Dans le référentiel, comme on a travaillé avec l'Agence parisienne du climat et dans cette perspective de rénovation énergétique, il y a cette idée qu'on puisse quand même essayer de proposer un scénario de travaux qui présente des gains énergétiques importants. Donc, dans toute la limite de l'exercice, donc on sait sur des bâtiments des années 50-60, c'est pas forcément très difficile à faire. Sur des bâtiments 1860 ou 1880, ça va être beaucoup plus difficile à faire, mais peut-être que ce sera le moment de pouvoir l'expliquer et de se creuser la tête sur les possibilités qu'il y a ou qu'il n'y a pas. L'idée aussi du référentiel, c'est de pouvoir axer les recommandations de travaux sur les travaux collectifs ou sur les travaux privatifs d'intérêt collectif, comme les fenêtres par exemple. Puisque si jamais chacun fait les travaux dans son coin, on n'arrivera jamais à aboutir peut-être à la recommandation la plus efficace, on sait en copropriété, c'est de pouvoir faire une isolation par l'extérieur. Donc là, voilà le tableau qu'on a créé dans le cadre du référentiel, donc en disant on met les travaux classiques à gauche, et si jamais on peut embarquer la rénovation thermique, on va la mettre à côté en plus. Donc par exemple, à gauche, je vais marquer ravalement de la façade, et puis dans la partie droite, je vais marquer isolation par l'extérieur. Donc à gauche, j'aurai un coût, et à droite, je vais essayer de mettre que le surcoût que représenterait l'isolation. Donc c'est un exercice qui est difficile, mais l'objectif était de le rendre didactique pour que les copropriétaires puissent comprendre que souvent l'isolation thermique par l'extérieur, ce n'est pas forcément ce qui va coûter le plus cher dans le cadre d'un ravalement. Donc encore une fois, c'est de la théorie, ça marche bien dans les immeubles des années justement 70. Dans les bâtiments plus anciens, c'est quand même plus compliqué. Bon, donc c'est l'idée de pouvoir avoir des outils pour creuser le sujet. Et après un total qui vient dire, voilà, ce scénario, il propose un coût de temps pour tel type de travaux avec un gain énergétique de X. Donc après, Jean-Charles Vaillant va vous présenter un peu des exemples un peu plus concrets de tout ça.
Donc là, j'ai fait une séquence de questions-réponses. Je ne sais pas si c'est opportun. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions pour le moment sur ce DTG, sur les explications qu'on a eues, ou est-ce qu'on... Oui, il y a des questions dans le fond, je vois. Oui, merci, bonjour. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez intégré dans les coûts la plus-value que peuvent avoir les copropriétaires sur les années à venir par rapport aux charges qui seraient diminuées grâce à la rénovation qui paierait, et pouvoir leur donner en exemple, ok, vous investissez beaucoup, mais dans tant d'années, vous allez retrouver finalement un équilibre financier grâce à cet investissement. Alors en fait, ce que vous dites, ça relève de ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie financière. Et donc aujourd'hui, dans le référentiel DTG, on n'a pas du tout traité de ce volet ingénierie financière parce que la loi ne le précise pas. Pour autant, comme aujourd'hui les aides financières pour faire le DTG demandent qu'il y ait cette ingénierie financière, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai présenté en partie 4 le fait qu'il y a l'ingénierie financière. Aujourd'hui, elle n'est pas très bien définie, cette ingénierie financière. Donc ça va dépendre à qui l'a fait. Donc vous avez des bureaux d'études comme Energy Pulse ou Verdurable qui sont vraiment des professionnels de ça, et ce dont vous parlez, ils le prennent en compte. Ils en informent les copropriétaires. Donc même si jamais c'est une ingénierie financière sommaire, ça rentre en ligne de compte. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas tant d'ingénieurs financiers que ça, après il y a Solia ou Urbanis, et qu'il n'y a pas vraiment de cahier des charges, on va dire qu'aujourd'hui, c'est champ ouvert. Donc, peut-être que ça fait partie des choses que les copropriétaires doivent demander pour l'obtenir. Mais c'est une bonne remarque, puisque c'est l'objectif. Hein. Quand on dit, bah, là, vous allez changer votre chaudière... à un moment donné, il faut avoir une visibilité sur peut-être au moins les consommations visées, parce que sur le coût aujourd'hui, avec l'envol des énergies, on peut se tromper quand même pas mal. Voilà. Mais peut-être au moins des objectifs de consommation. C'est un exercice difficile, je crois, aujourd'hui, avec le gaz. Tout à l'heure, on va avoir 2 exemples et je vous montrerai justement 2 possibilités de présentation d'ingénierie différentes voilà, sur 2 DTG. Merci. Oui, bonjour. J'ai cru comprendre qu'il y avait un décret qui est sorti en 2016 ou 2017 qui oblige en fait les copropriétés d'isoler le bâtiment s'ils ont des ravalements à faire ou bien s'ils doivent rénover la toiture. Alors ils sont obligés d'isoler, je pense. Et je ne sais pas si c'est toujours appliqué. Oui, ça c'est tout à fait. Donc c'est une obligation en fait. Hein, alors moi je ne me rappelle plus les codes, mais si vous êtes dans un bâtiment qui a des matériaux industriels en façade, donc briques de terre cuite, c'est industriel, béton, et bien vous avez l'obligation d'embarquer l'isolation au niveau de la RT existant. D'accord ? Et pareil pour la toiture. Bon, comme le gouvernement sait que ce genre d'obligation, c'est extrêmement dangereux dans le bâtiment ancien, et il a ouvert la dérogation là-dessus, en disant, bon, bah, tous les bâtiments en pans de bois, en briques de terre crue ou en pierre n'ont pas l'obligation. D'accord ? Donc là-dessus, il s'est protégé pour éviter des problèmes. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, tous les ravalements sur des bâtiments en briques de terre cuite ou en béton, normalement, il doit y avoir une isolation, sauf à prouver que les travaux ne seraient pas rentables sur une durée, ils seraient rentables sur une durée qui irait au-delà de 10 ans.
Mais donc c'est comme tout à l'heure le tableau que je vous ai présenté. Donc c'est l'ADEME a fait une fiche technique très très précise là-dessus qui est très bien faite, où ils expliquent comment on fait le calcul. Et pour faire le calcul, ils se basent évidemment que sur le surcoût entre guillemets que présente l'isolation et les travaux induits, pour calculer la rentabilité des travaux que sur ce surcoût, puisque le jour où on fait le ravalement, l'échafaudage qu'il soit thermique ou pas thermique, le ravalement, l'échafaudage, il coûte le même prix, donc on ne va pas calculer la rentabilité sur l'échafaudage. D'accord ? Donc là, si vous mettez sur Google travaux embarqués, obligations, vous pourrez tomber sur cette fiche de l'ADEME qui est très très bien faite. Voilà. Oui. Comment il va, enfin, quel certificat, quelle fiche on doit fournir à un service d'urbanisme? Comment on va vérifier? Alors là, c'est intéressant parce que si jamais demain on fait une isolation thermique par l'extérieur, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait un ravalement, on n'est pas obligé de faire une déclaration préalable. Ça va dépendre des endroits. Mais donc si on faisait une déclaration préalable parce que justement avec une isolation thermique par l'extérieur on modifie un peu quelques aspects, eh bien en effet vous allez avoir l'instructeur de la ville qui va vous dire que le code de la construction et de l'habitat il s'en fiche complètement et que lui c'est le code de l'urbanisme et qu'il ne vous donne pas l'autorisation par exemple. Alors que peut-être parfois, en fait, vous aviez un enduit, vous avez mis un isolant avec un enduit, donc en fait, ça se voit même pas, en fait. Alors, donc là, c'est assez compliqué comme débat. C'est un débat où je sais que l'Agence parisienne du climat, elle a abordé le sujet énormément avec les architectes voyers de la ville de Paris. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la loi résilience, de la loi climat de août, il y a un petit article qui concerne ça et qui dit qu'il va falloir harmoniser, justement au moment de l'instruction des déclarations préalables, qu'il va falloir harmoniser les codes entre le code de l'urbanisme et le code de la construction, puisque au niveau de ça, en fait, le code de l'habitat, il est réglementaire, quoi. Donc, il doit être respecté. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas l'obligation de faire une déclaration préalable pour faire un ravalement. Donc, je ne sais pas. Vous posez une colle. Oui, mais en fait, le problème, c'est que dans Paris, on est forcément obligé de déposer des DP. Et en fait, on se retrouve confronté aux avis des ABF qui, quasiment systématiquement, sont contre les ITE, surtout sur les bâtiments anciens, même s'ils n'ont pas forcément des modes des natures qui, effectivement, dans ce cas-là, empêchent de mettre des ITE. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette obligation de rénover et d'isoler ? Si le bâtiment ne peut pas sortir de sa classe G. Alors, il y a deux choses, je crois, dans votre question. Je vais d'abord répondre à la première, notamment concernant toute la partie sur les travaux embarqués. En tant qu'architecte, vous allez faire les études. Si la copropriété a un refus ou si la copropriété ne peut pas être isolée, ça rentrera, ça justifiera simplement en cas de contrôle que le bâtiment n'a pas pu être isolé pour telle ou telle raison. Concernant les ABF ou les architectes voyers, si vous avez une autorisation, ils sont contre l'isolation d'un projet, ça franchement ça se voit cas par cas. À l'Agence parisienne du climat, on a des collègues qui sont basés au BASU et qui échangent également avec les architectes voyers, et on essaie justement de travailler et faire en sorte que les différents services, à savoir les services d'urbanisme de la ville de Paris ou encore les architectes des bâtiments de France, échangent entre eux sur les projets. Parce que parfois on peut avoir un refus côté de la ville et parfois c'est les ABF ou le contraire, et on a eu un cas dernièrement.
Donc c'est vrai qu'il a fallu mettre tout le monde autour de la table, parfois convoquer de nouveau les maîtres d'œuvre, qu'il y a aussi un échange, et finalement on voit que ça se débloque. Alors je ne dis pas que ce sera le cas pour tous les projets, néanmoins parfois il peut y avoir, ça peut être revu et retravaillé du côté du maître d'œuvre, et finalement le projet passe. Donc, c'est ça. On pourra éventuellement rediscuter, voir si sur ce projet-là, on a une possibilité d'intervenir ou pas. Oui, c'est une bonne remarque. Ouais, c'est une bonne remarque. Ouais, c'est pour ça que la déclaration préalable, il faut que vous puissiez l'indiquer dans votre contrat de maîtrise d'œuvre au moment de la conception. Oui, alors bon, mais il faut, oui, tout à fait. C'est vrai que il ne faut pas pouvoir voter le projet en AG et se retrouver après avec un refus. Après, sur d'autres projets, pour rejoindre ce que dit Jessica, c'est vrai que souvent les ABF, ils aiment bien discuter avec les architectes, et donc parfois il faut essayer de prendre rendez-vous avec eux avant de déposer l'ADP. Ah, d'accord. Bon. Du coup, ce que je vous propose, on va rester sur le DTG, mais c'est intéressant, c'est que justement, dans le DTG, vous pouvez être sur la façade, par exemple, de dire, aujourd'hui, vous êtes une façade en béton, vous avez l'obligation de l'isoler, quoi. Et ça peut être écrit. Et encore une fois, le gouvernement s'est bien aperçu de cette complexité, et ce qui ne va pas dans le bon sens, parce que on va dire que si on a des copropriétaires qui ont accepté de vous confier une mission de maîtrise d'œuvre où vous travaillez sur une isolation thermique par l'extérieur, c'est déjà un pas énorme, puisqu'il y a beaucoup de copros, ils disent non, vous essayez même pas de chercher si on peut mettre une isolation, on fait ravalement à l'identique, on n'en cause plus. Donc ça décourage en fait. Donc déjà que c'est très dur, donc à suivre, à suivre. Et pour peut-être terminer, laisser la parole à peut-être madame. Oui, j'ai encore une question, si on pouvait revenir sur le tableau de bord, sur la notation de la façade. Donc il y a 3 niveaux de notation. Alors ça, on dit la fiche de poste. Oui, la fiche de poste façade, qu'elle soit sur rue, qu'elle soit sur cour. Il y a 3 niveaux, 3 niveaux dans la notation. On a mis moyen, dégradé, mais après vous pouvez faire comme vous voulez. Et moi j'aimerais un peu mieux comprendre. On l'a vu sur les exemples des effondrements à Marseille et à Bordeaux, qu'on voit énormément de pathologies en façade. Et ça dépend vraiment de la typologie constructive et des matériaux qui représentent les murs porteurs. Ou pas, justement. À quel point en fait le diagnostiqueur est sensibilisé à ces postes structurels? C'est vous. C'est l'architecte en fait. Il y a une partie sur les désordres, d'accord. Okay. Donc si justement vous voyez des fissures un peu particulières en façade, vous pourrez le mettre. Attention, désordre, fissures de tel type en façade, posez des témoins. Vous voyez, alors là ça ressemble à une prescription, donc vous pouvez. Mais vous voyez, c'est-à-dire que c'est vous le professionnel. Donc on vous attend là-dessus justement. Et comment du coup sont sélectionnés ces diagnostiqueurs? C'est vous qui, si vous voulez faire des DTG, c'est vous. Okay. C'est à vous de vous positionner. Alors, du coup, oui, allez, on va prendre la dernière comme ça. Merci. Ma dernière question. Moi, je fais beaucoup de diagnostics, mais sans l'appui de thermiciens. Donc, je pense, j'avais déjà ça en tête, mais la formation m'éclaire sur le fait que je ne peux pas appeler mes missions diagnostic technique global, mais diagnostic architectural. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, là, l'idée et pourquoi on fait tout un foin, on va dire, sur ce DTG, c'est parce qu'on essaye d'embarquer au stade du diagnostic le volet thermique. Et comme je vous disais, dans la partie 2, on fait des focus thermiques, où en fait, on donne un peu une idée aux gens de ce qui pourrait être fait. Et après, évidemment, dans les recommandations, on va peut-être en suivre quelques-unes,
ou toutes. Mais l'idée, c'est de les sensibiliser. C'est vraiment de les sensibiliser, dire, ben oui, là, si vous isolez, regardez le poste déperditif le plus déperditif dans votre copropriété. Par exemple, un bâtiment qui a des grandes fenêtres, ah ben c'est les fenêtres. Donc vous avez, je sais pas, 20% de gain énergétique si vous mettez des fenêtres isolantes. Et c'est que les gens le sachent et que ça puisse leur permettre de dire, bon, bah ok, on va mettre ce poste-là. Et grâce à l'ingénieur financier, si jamais il y en a un, eh bien, on aura aussi en face les idées d'aide financière, de possibilités, si on embarque la rénovation énergétique. Très bien, je vous remercie. Donc, comme mes clients me sollicitent pour un diagnostic global technique, je dois m'associer à des thermiciens, ouais, c'est ça. À Scodit ou d'autres. Voilà. Ou alors, je vais continuer après. Vous allez voir, il y a aussi une troisième voie, on va dire, hein, pour des copropriétés qui seraient vraiment de petite taille, par exemple. Merci. Bon, j'avance. Comme ça. Alors là, du coup, la deuxième partie, c'était sur les actualités réglementaires. Donc récentes, en fait, c'est tout ce qui s'est passé cet été. Alors, donc... La loi climat de août 2021 a dit « Ok, maintenant, tous les bâtiments collectifs doivent faire des DPE collectifs. » Voilà. Donc, pour mémoire, avant cette loi climat, il y avait seulement l'obligation de réaliser des DPE collectifs pour des copropriétés de moins de 50 lots en chauffage collectif. Donc ça a été très peu réalisé en règle générale. Et l'autre obligation qui a été beaucoup plus réalisée, qui était l'audit énergétique pour les copropriétés de plus de 50 lots en chauffage collectif. Donc, bilan des courses, l'obligation ne concernait que les copropriétés en chauffage collectif. Pourtant, on sait que peut-être la moitié des copropriétés en France sont en chauffage individuel. Donc voilà, aucune obligation pour les autres copropriétés. Donc c'est ça que la loi climat a, disons, rectifié en disant si on veut qu'il y ait des rénovations énergétiques, il faudrait peut-être qu'on sache d'où on part. Et c'est comme ça qu'est venue cette obligation de disposer d'un DPE dans les délais suivants. Donc les premières copros concernées sont les copros de plus de 200 lots, et puis viennent les autres. Donc ça va arriver vite que justement ces DPE collectifs vont devoir être réalisés. Donc nous, dans le cadre du référentiel, on l'avait anticipé parce qu'on a été un peu au courant de ça, de dire ok, il faudrait pouvoir proposer le DPE en annexe du rapport. C'est-à-dire il y a le rapport qui va peut-être se baser sur les calculs du DPE, mais le DPE réglementaire en tant que tel, il sera annexé. Alors, il y a une petite subtilité qui nous chagrine et sur laquelle on n'arrive pas bien à se positionner, c'est qu'en même temps que le gouvernement a créé cette obligation, eh bien, il semblerait que l'obligation de réaliser des audits énergétiques pour les copropriétés en chauffage collectif de plus de 50 lots, il manque le 50, eh bien, a disparu. Voilà, puisque en fait c'était mentionné dans certains articles de loi et ça n'est plus mentionné, ou certains articles de loi qui le mentionnent encore ne le mentionneront plus d'ici 1 an, puisqu'ils ont déjà prévu l'article de loi opposable au 1er janvier 2023. Et donc du coup, là, voilà, c'est les interrogations qu'on se pose. Donc là, on ne sait pas bien. En fait, on ne sait pas bien ce qui se passe. On est un peu dans un flou. Et donc, au niveau du référentiel, comme on était beaucoup basé quand même sur les obligations liées à cet audit énergétique, il va falloir qu'on supprime toutes ces références, tout bêtement, que l'analyse énergétique en méthode comportementale, c'est-à-dire en audit énergétique, on va la rendre optionnelle. Elle ne sera pas obligatoire. On pourra donc faire le DTG toujours sur les deux méthodes, mais finalement, une copropriété en chauffage collectif pourra faire la méthode simplifiée si elle le souhaite. Et voilà, sauf que, attention, les aides financières qui existent aujourd'hui pour faire le DTG,
elles reposent sur une conformité au référentiel, mais aussi sur la réalisation d'un audit énergétique. C'est-à-dire que pour l'instant, l'analyse énergétique simplifiée qu'on a essayé de créer, notamment pour les petites copropriétés en chauffage individuel, aujourd'hui, elle n'est pas reconnue, on va dire, pour avoir les aides financières. Alors, à savoir, une petite particularité, hein, le DPE et l'audit énergétique ne sont pas du tout les mêmes types de diagnostics. Donc, ils n'ont pas la même méthodologie de réalisation ni de calcul. Donc, le DPE, c'est un outil d'observatoire général qui standardise les bâtiments pour pouvoir les comparer entre eux et offrir des informations linéaires. Donc là, je lis la slide. Et donc, tous les DPE sont basés sur ce qu'on appelle un calcul 3CL. Donc, 3CL pour calcul consommation conventionnelle. D'accord ? Alors que l'audit énergétique, c'est un outil de diagnostic thermique qui repose, lui, sur une méthode comportementale s'attachant à déterminer les consommations réelles de la copropriété. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre les caractéristiques de la copropriété, on va les mettre dans un logiciel de type THCEX, enfin avec un moteur THCEX, et le résultat qu'on va obtenir, on va le comparer avec les factures réelles de consommation énergétique. Et c'est ça qu'on appelle comportemental. Et donc, dans une copropriété avec du chauffage collectif, facile, vous allez vous adresser au syndic ou aux conseillers syndicaux pour obtenir sur 3 dernières années les factures énergétiques de la copropriété. Mais dans une copropriété, par exemple, de 20 logements, obtenir les factures énergétiques de tous les logements, ça devient compliqué. Voilà. Donc c'est là qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, les bureaux d'études thermiques proposent finalement une solution entre les deux, hein, où on essaye de faire le comportemental sur les copropriétés en chauffage individuel, mais on sait qu'on ne peut pas aller au bout de la méthode. Et c'est pour ça que dans le référentiel, on avait essayé de créer une méthode simplifiée pour quand même donner une analyse de qualité, mais sur des possibilités concrètes de réalisation. Donc, au bout du compte, les consommations énergétiques de ces deux types de calculs, elles sont forcément différentes, en fait. Alors, le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le graphique des DPE. Dans les cas des audits énergétiques, en fait, ils ne doivent pas utiliser tout à fait le même graphique. Et donc, pour simplifier l'affaire, en fait, le nouveau DPE 2021 qui a été modifié depuis juillet 2021, alors ça va dans le bon sens, hein, c'est-à-dire qu'ils voulaient fiabiliser le DPE et donc ils l'ont retravaillé. Et par rapport à ça, il y avait avant ce qu'on appelait une méthode facture qui n'était pas terrible pour les anciens bâtiments qui a été supprimée. Bon, ça, voilà. Donc, c'est à la généralisation de la méthode 3CL pour tous les bâtiments. Mais là, et ça qui va dans le bon sens, c'est qu'il y a certains critères d'usage qui ont été redéfinis et qui, du coup, vont peut-être un peu plus se rapprocher des mesures, des températures réelles qu'on peut avoir dans des copropriétés. Donc, tout en restant conventionnel quand même, hein. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'avant, le DPE était basé sur 3 usages de consommation, alors que l'audit énergétique était basé sur 5 usages. D'accord ? Et là, avec la réforme, le DPE est basé sur 5 usages. Donc déjà, c'est mieux pour essayer d'avoir des résultats qui se correspondent. Et ils ont créé une nouvelle étiquette. Donc là, c'est vraiment la nouveauté parce que en fait, toutes les anciennes étiquettes avant juillet 2021, elles sont devenues obsolètes. Maintenant, c'est des nouvelles étiquettes avec 2 entrées et le DPE est devenu opposable. Donc la nouvelle étiquette, je vous la présente vite fait. Non, enfin, alors ça, c'est l'ancienne et la nouvelle, c'est ça. Donc, bon, juste pour info, nous, on avait dit aux gens avec qui on avait pu un peu dialoguer sur le DPE, qu'on trouvait ça dommage qu'ils fassent un focus sur l'étiquette de gaz à effet de serre, vous voyez ? C'est-à-dire que vous avez à gauche l'étiquette générale avec la double entrée, donc 216 kWh
consommer 52 CO2, enfin, grammes de CO2, je ne sais pas comment on dit. Et puis à droite, on a le focus sur l'étiquette gaz. Donc nous, on trouvait ça dommage. On disait, non, mettez plutôt l'échelle de référence. Comme ça, 216, je sais, ok, je suis dans... normalement, 216, ils auraient dû être en D, en consommation. Mais comme le gaz, il est à 52, ils sont descendus en E, puisque, comme c'est une double entrée, l'étiquette, au final, c'est la plus défavorable. D'accord ? Donc là, vous avez cet exemple-là sous les yeux. Si on était sur la consommation énergétique, en fait, on serait en D. Mais comme le gaz, il est en E, alors l'étiquette, elle est devenue E. Vous voyez ? Et voilà. Et du coup, nous, on trouvait ça plus intéressant d'avoir l'échelle de grandeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse porter le message si vous le souhaitez. Alors, je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Oui, Camille, il va falloir s'arrêter parce qu'il faut laisser un peu de temps à Jean-Charles. Ah, mais oui, d'accord. Alors, bon, on va déborder un peu, c'est pas grave, mais voilà, du coup, on va enchaîner tout de suite. On prendra des questions à la fin, si on aura, je pense, encore un petit peu de temps. Alors, merci déjà à Camille. Alors effectivement, l'objectif de la dernière présentation, ça va être surtout d'illustrer finalement tout ce qu'on a vu. On a vu du texte de loi, on a vu l'application du référentiel sur l'échelle métropolitaine. Donc je vais passer très rapidement, juste pour vous dire pourquoi je suis ici, pourquoi c'est moi qui présente ça. J'interviens au nom de la Compagnie des architectes de copropriété. Donc c'est l'association, tout à l'heure vous avez vu l'association des particuliers, nous on est le pendant, mais côté copropriété. Donc nous, on s'occupe vraiment des immeubles. On réunit, pareil, 120 architectes. On organise des visites de sites qui sont gratuites. On organise des conférences, souvent ici même. On organise des formations, des rencontres annuelles. La dernière avait lieu la semaine dernière. Et puis, on a des partenariats avec un certain nombre de gens, comme l'ARC et l'APC, effectivement, pour construire, on va dire, un réseau cohérent autour de la copropriété. Alors ma présentation, ça va être assez simple, ça va être 2 présentations de DTG qui sont réalisées, donc un sur un immeuble de 12 logements à Paris et un autre, j'ai essayé de prendre à peu près un équivalent, donc c'est 9 logements, mais cette fois sur une toute petite copro à Nanterre, et puis quelques éléments à retenir à la fin. Alors le premier, 12 logements à Paris, donc bien sûr, je ne vais pas vous présenter les 73 pages de rapport. On va juste regarder quelques éléments pour que vous vous imprégniez un petit peu de comment ça se présente. Donc, pour expliquer ce cas-là particulier, il s'est fait dans un cadre expérimental qui était fait en lien avec l'ARC, justement, pour essayer de voir comment on peut décliner le cadre du référentiel DTG, mais sur les petites copropriétés. Donc, petite copro, c'est maximum 25-30 lots. Donc l'objectif, c'est de répondre bien au cadre du référentiel. C'est réalisé donc en lien avec l'ARC, avec une architecte qui est présente dans la salle, qui est aussi membre de la compagnie, un thermicien, donc Pouget Consultant, et justement de l'ingénierie financière. Tout à l'heure, on en verra un autre rapport sans ingénierie financière. Bon, le sommaire, c'est finalement ce qu'a expliqué Camille, les 3 grandes parties plus la partie ingénierie financière, donc je ne rentre pas dans le détail. Donc la présentation de la copro, on le disait, c'est le travail finalement classique qu'on fait quand on fait un diagnostic de bâtiment. On donne sa localisation, ses particularités, son année de construction. Là, je ne vous apprends rien, je dirais. Ensuite, il y a effectivement la partie qu'on disait qui est plus spécialisée, qu'on peut faire en tant qu'architecte, mais qu'on peut aussi déléguer parce qu'effectivement, ça demande un petit peu de compétences. Donc c'est la notion de compréhension du fonds allure, donc du fonds travaux. Soit on sait où ça se trouve dans les éléments de la copropriété, soit on ne le sait pas et puis voilà, on le délègue. Et puis le niveau d'impayé, donc on voit ici, ils avaient 5 000 € de fonds qui étaient disponibles et 21% d'impayés pour engager des travaux, donc pour savoir où ils en sont finalement dans leur copro. On fait l'analyse du règlement, donc Camille le disait, on prend une trame et puis on regarde qu'est-ce qui quelque part peut être un point bloquant, on va dire, pour la réalisation des travaux. On prend un exemple ici, dans ce cadre-là, dans cet immeuble, il y avait une loge de gardien qui avait été transformée en local vélo et ordures ménagères, et du coup, ça n'avait jamais été acté dans le règlement de copropriété. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des éléments qui peuvent faire bouger aussi les répartitions en tantièmes, etc. Donc, c'est important de bien le noter pour voir derrière, est-ce que ça a des implications sur notre projet. Pareil, les WC sur les paliers qui avaient été attribués à des copropriétaires qui n'avaient pas été actés dans le règlement.
On regarde aussi les clés de répartition, c'est ce qu'on disait, comment on va affecter les coûts de travaux en fonction des tantièmes détenus par les copropriétaires. Donc ça se matérialise dans le tableau de bord. On va retrouver l'immatriculation de la copro, son suivi d'entretien. Donc Camille a expliqué tout ça. Ici, par exemple, on voit que sur la partie ravalement, on avait quelque chose qui n'était pas homogène. Donc c'est intéressant de le montrer parce que quand on va être sur la post-ravalement, on va pouvoir se dire, OK, il va falloir différencier parce qu'on aura un vieillissement qui va être différent en fonction des façades. On a le récapitulatif des diagnostics. On ne les fait pas, mais on les demande pour voir où est-ce que la copropriété en est sur ces diagnostics légaux. Donc, est-ce qu'elle a fait des diagnostics thermiques, amiante, plomb? Par exemple, ici, c'est un immeuble ancien, il n'y avait pas de diag plomb, donc on sait que ça peut être un problème pour la suite. Donc, on demande juste de savoir où on en est là-dessus. Alors, voilà comment ça se présente ensuite dans le diagnostic architectural énergétique. Donc, c'est ce que disait Camille, il y a déjà une trame qui a été posée, donc ça, c'est très bien parce qu'on peut s'en saisir directement. Ici, on voit une mise en application. Tout à l'heure, je vous montrerai une autre agence qui a fait différemment, mais la trame reste identique. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas à réécrire, finalement, à refaire tout ce travail-là qui est déjà existant. On a à se l'approprier et à le compléter en fonction des éléments de la copro. Et vous voyez que là, le choix était de faire des codes couleurs. Donc là, on a les en-têtes bleues, c'est tout ce qui va être en gros structurel. Alors, on peut joindre de la thermographie, c'est ce qu'on disait, les fiches, elles croisent l'aspect architectural et énergétique, donc c'est l'avantage, on va mettre les éléments au même pied d'égalité pour avoir une vision bien globale de l'immeuble. Ici, vous voyez qu'on a changé de couleur, en brun, on a les caves, en gris, on va avoir les réseaux enterrés, et à chaque fois, on a effectivement quelques photos, les éléments essentiels. On ne va pas rentrer dans un détail descriptif extrêmement fouillé. L'objectif, c'est de donner l'information utile. Même chose, les installations de chauffage, donc ici qui étaient individuelles, il me semble, voilà, individuelles. Et puis les distributions, donc là les escaliers. Les locaux d'ordures ménagères. Et puis Camille le disait, on a inséré des points qui sont intéressants, par exemple les notions de cadre de vie, qui est des choses qui étaient totalement absentes dans les anciens diagnostics et qui vont avoir un intérêt pour les copropriétaires sur est-ce qu'il y a des locaux vélos, donc pour la mobilité, est-ce qu'il y a des espaces végétalisés. Donc tout ça, ça va amener des potentiels projets qui vont aller derrière, au-delà du DTG. Bien sûr, il y a l'aspect énergétique. Donc là, je mets vraiment juste la synthèse, les étiquettes, le schéma des déperditions. Souvent, c'est là-dessus qu'on va travailler avec eux pour les faire évoluer sur la question. Et puis, Camille le disait, des fiches focus, donc qui ne sont pas des prescriptions, mais qui juste donnent des explications sur chacun des postes de travaux possibles. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire que faire une isolation en toiture ? Et qu'est-ce que ça impacte pour l'immeuble? Donc pour l'immeuble, il y a une petite recommandation qui est par rapport à votre immeuble, ce type de travaux, voilà ce que ça amène comme difficulté, etc. Même chose sur les menuiseries. Et puis donc la synthèse de tous ces éléments, donc la partie on va dire légale et la partie état des lieux, va nous permettre de produire ce fameux plan de travaux. Donc qui ici va récapituler finalement, alors je reviens un petit peu en arrière, ce qu'on trouvait dans les fiches. Dans les fiches, à chaque fois, en partie passe, vous aviez des recommandations, hop, voilà, par là. Et du coup, ces recommandations, on va les synthétiser dans un tableau à la fin, qui va permettre aux propriétaires de tout de suite voir les différents postes, les différentes évaluations. On n'est pas sur des chiffrages, attention, on évalue globalement les postes. L'objectif, c'est de donner un cadre pour faire en gros de la programmation. On n'est pas en train de faire un projet de travaux défini. Donc on redonne effectivement les éléments bons, moyens, dégradés, les estimations. Et puis les urgences, on parlait un petit peu tout à l'heure, les urgences pour avoir un ordre d'idée de quelles sont les tranches de travaux à programmer en priorité, en second lieu et sur le long terme. Oui, les enveloppes sont effectivement générales. On ne détaille pas les éléments. L'objectif, c'est bien de donner des enveloppes pour que la copropriété puisse s'orienter derrière vers son vote. Et donc ensuite, on va présenter les scénarios, c'est-à-dire ce qui va grouper finalement les éléments de travaux qui semblent cohérents à faire ensemble. Donc on peut avoir des scénarios, par exemple, ici il y avait un premier qui était très peu d'économie d'énergie sur la gauche, 13%.
voilà, avec les travaux minimums, on va dire, et puis des travaux, au contraire, plus ambitieux, 42% d'économie d'énergie, et on voit à la fois les enveloppes à mettre en place et l'évolution des étiquettes. Donc on l'a dit en dernier lieu, le financement. Ici, c'est un financement, enfin le volet financement était accompagné par un ingénieur financier. Donc il est relativement détaillé. Tout à l'heure, on en verra un qui est beaucoup plus simple. Donc il y a toujours un principe de construction par étapes dans le financement pour éviter de perdre les gens, puisqu'en fait, on va partir souvent de coûts de travaux qui sont très élevés. Là, on voit sur ce volet-là, on avait 340 000 €, ce qui peut faire très peur aux copropriétaires. Quand ensuite on ramène à la quote-part, on leur dit en fait ça va représenter 15 à 40 000 € par copro. Et puis ensuite quand on ramène à la mensualité, ça devient beaucoup plus tangible de se dire ok, c'est 100 à 300 € par mois, ok, je vois ce que ça représente pour moi copropriétaire. Et c'est plus 340 000 €. Alors justement, pour faire le parallèle, je vous présente l'autre DTG, donc celui sur Nanterre. On a choisi volontairement, pareil, une petite copro, pour que vous voyez quelque chose qui se ressemble, mais bien sûr le DTG on peut le faire à toutes les échelles, on peut le développer sur des copropriétés beaucoup plus grandes. Donc là un dossier beaucoup plus succinct, 33 pages, on va voir que c'est un immeuble qui est aussi plus simple, plus récent, beaucoup moins de difficultés. Donc là il y avait un architecte aussi de l'association et un thermicien, et par contre l'ingénierie financière était faite directement par l'architecte. Donc je ne vous ai pas montré la partie légale en amont, on va juste regarder la partie vraiment diagnostic architectural. Donc vous voyez qu'on retrouve la même structure. Alors je vous ai mis à droite ce DTG-là, et à gauche je vous ai mis le rappel de ce qu'on a vu dans l'autre DTG juste avant. Vous voyez que la structure elle est relativement identique, mais chacun s'est saisi du référentiel et l'a adapté. Donc on voit qu'ici sur les structures, ils ont tous choisi de faire le bandeau bleu en en-tête. Mais ensuite, voilà, l'architecte qui est sur la droite, il a choisi de faire des petites étoiles. Alors, elles ne sont pas bien passées, mais des petites étoiles sur chaque poste, alors que l'autre avait choisi de faire de manière générale sur l'ensemble. Et puis, voilà, on présente les recommandations. Il y a toujours des photos. Ça, c'est hyper important pour que les copropriétaires se visualisent bien les éléments. Même chose, à gauche, les fenêtres sur le premier exemple, et à droite, les fenêtres sur l'exemple de Nanterre. Bien sûr, vous aurez les supports, parce que là, à distance, évidemment, vous ne pouvez pas les lire, mais vous pourrez les regarder dans le détail si ça vous intéresse. La partie réseau électrique, même chose, on voit la différence, mais on voit bien qu'il se base même sur le même principe de référentiel. Vous voyez qu'on n'a jamais de textes qui vont faire plus de 4 lignes. On reste sur des choses très factuelles et très condensées. La synthèse, donc là, sur les coûts de travaux, donc je vous ai dit, ça c'est la partie financière qui a été faite par l'architecte. Donc il rappelle ces coûts de travaux, les améliorations énergétiques, donc les différents postes qui sont à mettre en place, les surcoûts, donc comme expliqué tout à l'heure Camille, les gains énergétiques associés et le gain financier qui était une question de tout à l'heure, c'est-à-dire globalement, combien ça rapporte à la copropriété et même au lot, à l'appartement, qu'est-ce que ça a comme gain sur le long terme. Alors, on peut faire des temps de retour sur investissement. Moi, je pense que c'est un outil piège, donc évitez-le, mais voilà, c'était un choix qui a été fait ici. Présentation ensuite, justement, de comment on peut mettre en place ce programme de travaux dans le temps. Alors là, le choix qui était présenté par l'architecte, c'était de faire une seule phase de travaux, donc tout était fait en 2023. Mais on peut effectivement répartir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en bas, alors vous ne verrez pas dans le détail, mais vous avez le financement, c'est-à-dire qu'on voit si on a des prêts à taux zéro, si on a des prêts classiques, comment ça s'étale dans le temps et quelle est la charge financière pour les copropriétaires. Ici, donc, vous avez la simulation à la fois des aides et des subventions. Donc on dit toujours simulation, puisque nous on ne s'engage pas, ce n'est pas nous qui délivrons les aides et on peut difficilement s'engager sur quelque chose qui est extrêmement variable, mais ça donne un ordre de grandeur en tout cas à la copropriété. Et un comparatif justement s'ils choisissent un plan de travaux simple ou plutôt ambitieux. Donc toujours pareil, on essaye de synthétiser, on voit qu'il y a beaucoup de chiffres et c'est à la restitution souvent qu'on va appuyer sur un ou deux chiffres pour vraiment porter le discours. Alors, je termine sur un travail de synthèse qui a été fait, puisque nous, dans l'association, forcément, à 120 architectes, on a plusieurs centaines
de retour de DTG. Et ici, on a collecté des données sur qu'est-ce qu'on retrouve habituellement sur cette mission DTG. Alors, en haut à gauche, vous pouvez voir la répartition par le nombre de lots. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les moins de 25 lots, les petites copropriétés, ce sont les plus demandeuses. On a quasiment la moitié des demandes qui sont sur ces petites copropriétés. Et même quand on monte jusqu'à 50 lots, vous voyez que ça représente plus des 3/4. Donc c'est vraiment sur ces petites copros qu'il y a une attente majeure. Et nous, on pense que c'est là qu'il faut se positionner prioritairement, sachant que sur les grandes copros, il y a déjà beaucoup de bureaux d'études qui se battent en gros pour avoir ce type de marché. L'âge des copropriétés, donc on voit qu'on a plutôt des copropriétés anciennes. Avant 1900, vous voyez 41%, et jusqu'aux années 50, encore 25%. Donc pareil, quasiment les 3/4 qui se font sur des immeubles anciens. Et puis, ce que disait Camille tout à l'heure, il y a eu toute une vague d'audits sur les immeubles en chauffage collectif. Et ce qu'on remarque donc sur le camembert de droite, c'est qu'en fait, toutes les demandes aujourd'hui se font majoritairement sur les immeubles en chauffage individuel. Alors en partie basse, c'est combien ça coûte. C'était la question tout à l'heure sur le diagnostic particulier. Combien ça coûte les DTG en copro? Donc là, c'est des moyennes qui ont été faites sur un ensemble qui ont été actées. Donc on voit qu'on a globalement autour de 7 500 €. C'est une enveloppe moyenne. C'est difficile d'être en dessous. Par contre, on peut monter bien au-delà en fonction de la taille de la copro. Et on voit qu'avec les subventions, donc peut-être que Jessica pourra revenir dessus, il y a une subvention de la métropole qui permet justement d'appuyer, de rendre beaucoup plus accessible cet outil. On tombe autour de 3 500 €. Et alors, le petit graphique en bas à droite, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne le coût pour un copropriétaire en fonction de la taille de la copro. Et donc ça, évidemment, quand ils sont très nombreux, ils vont avoir un coût qui est réduit, autour de 100 €. Et puis, quand il y a les copropriétés qui ont très peu de lots, par exemple ceux qui sont dans la case des 25 et moins, ça tourne autour des 500 € par lot. Donc c'est pour ça que l'aide de la métropole est importante pour justement leur permettre d'accéder facilement à cet outil. Voilà, donc pour conclure sur cette partie-là, à retenir dans le DTG, il y a le cadre légal qui est général, il y a comment on l'applique ici sur la métropole Grand Paris, et puis il y a les expérimentations. Donc toujours se rappeler du cadre légal puisqu'on ne peut pas y déroger. Se rappeler que c'est un travail collaboratif, donc on pourrait potentiellement faire un DTG tout seul si vous avez à la fois les compétences d'architecte, de thermicien et d'ingénieur financier. À mon sens, il vaut mieux travailler avec une équipe, c'est beaucoup plus pertinent. La particularité donc, sur le territoire francilien, c'est qu'on est pilote aussi sur cette question des DTG de copro. Il y a encore très peu de territoires qui sont engagés. On a la chance d'avoir l'APC qui a engagé très tôt cette démarche-là. Donc saisissez-vous de ça parce qu'on est vraiment sur un territoire qui a une capacité en tout cas à mettre en œuvre des choses. Il y a, donc je disais, l'aide métropolitaine qui est un tremplin. Et puis sur les petites copropriétés, on a vu qu'il y avait un besoin très important. Eh bien, on peut vous accompagner. Donc à la fois l'ARC qui a développé effectivement un service particulier là-dessus, et puis nous aussi l'association où on s'intéresse vraiment à cette question-là, puisque aussi c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de professionnel aujourd'hui qui s'investit. Et puis voilà, on vous a montré un petit peu l'outil, se dire qu'il est quand même accessible facilement. Il n'y a pas de grand mystère. Vous avez vu, il y a une trame de travail. Vous vous l'appropriez. Et une fois que vous avez un petit peu de pratique professionnelle, vous pouvez très facilement mettre en œuvre cet outil. Voilà, je vous remercie et j'attends les questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Bon, c'est pas pour toi, Jean-Charles, je suis désolée. C'est pour Jessica. Non, en fait, on a une hauteur de subvention de 5 000. Mais il n'y a pas un prorata par rapport justement à des copropriétés par bâtiment. Quand il y a 2, 4 bâtiments, une mini-copropriété où il n'y a que 3 copropriétaires. C'est toujours la même hauteur, donc à hauteur de 5 000. Et c'est là où je pense qu'on loupe, entre guillemets, des opportunités parce qu'on arrive à des montants quand même de DTG importants. Et voilà, donc il
il y a un manque en fait de ratio, je trouve, par rapport aux subventions. Voilà, c'était ça dont je voulais... Comme remarque, merci pour la remarque. Non, mais est-ce que c'est pensé? Est-ce que vous envisagez de penser la chose? Parce qu'il y a aussi des bâtiments qui envisagent un DTG et pas l'autre. Vous voyez, donc du coup, on se retrouve un peu à cheval. Et bon, voilà, c'est un peu le... Alors c'est vrai que pour cette subvention, ça a été, on a voulu faire simple. Quand je dis on, en tout cas la ville de Paris, lorsqu'elle a réfléchi à la subvention, et après la métropole du Grand Paris, à savoir faire une enveloppe globale pour la copropriété. Contrairement à d'autres aides où c'était un pourcentage en fonction des revenus ou autre. Je vois qu'Harald lève la main, il va peut-être préciser. Donc, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas cette réflexion, peut-être en prorata par bâtiment sur une même copropriété. Mais Harald, si tu veux dire un mot. Oui, Harald Duberchet de la métropole du Grand Paris notamment. Ça veut dire il y a deux aides. Il y a pour le DTG une aide forfaitaire de 5 000 € et après pour la maîtrise d'œuvre. Et là, c'est pas la ville de Paris, c'est exclusivement la métropole, une aide de 10 000 € aussi forfaitaire. Et ça veut dire l'aide forfaitaire, pourquoi? C'est parce que c'est plus, en termes de communication, c'est plus lisible. C'est en termes administratifs, c'est plus facile à gérer. Et c'était aussi par rapport à, comment dire, au effet levier, c'était une volontaire d'avantager les petites copropriétés, parce que bien évidemment, ça va être, comment dire, la prestation sera moins chère pour le petit copropriété. Et là, on a l'impression, comme il n'y a pas de partage avec une centaine de propriétaires, où tout de suite la charge diminue aussi, ça ne nous posait pas de problème d'être plus incitatif sur le petit copropriété. Merci Harald. Et peut-être aussi pour préciser, Jean-Charles, il parlait des coûts moyens des DTG. On observe à peu près la même chose, je vous donnerai peut-être une fourchette, mais on voit généralement entre 7 000 et 13 000, 14 000 € en fonction de la taille de la copropriété. Donc, auquel on va déduire les 5 000 € pour la copropriété en question. Donc, juste pour compléter par rapport à votre question, en fait, le DTG, c'est un diagnostic technique général de la copropriété qui se vote en charge générale. Voilà, donc en fait, il est sur tous les bâtiments. Et si jamais un bâtiment dit moi je veux pas le faire, alors après peut-être qu'on peut toujours trouver une façon de faire un arrangement, mais en tant que tel, la loi elle l'a pas pensé comme ça. C'est général. Et voilà. Du coup, mais ça va dans le bon sens parce que si justement vous avez un bâtiment par exemple sur cour qui veut faire le DTG mais pas celui sur rue. Mais vu qu'au niveau des canalisations, des installations électriques, etc., il dépend de celui de la rue, bon, donc en fait, vous allez être obligé de faire quand même celui de la rue un petit peu, vous voyez. Ah, oui, mais du coup, c'est ce que disait... Ouais. Alors, le problème, c'est sur les toutes petites copros, mais sur une grosse copropriété, la quote-part restante, au bout du compte, elle est tout à fait abordable, en fait. Oui, c'est ce qu'on voyait. Hein. Globalement, c'est autour de 100 € pour les grandes copropriétés. Quand on voit le résultat en termes de qualité d'études qu'on a en sortie, 100 €, si vous allez voir un diagnostiqueur DPE, lui aussi, pour 100 €, il vous sort un diagnostic, mais ça n'a rien à voir en termes de qualité. Donc, là, on peut assez facilement convaincre les copropriétaires que pour ce petit investissement, ils ont un vrai outil pour l'orientation de leur copropriété. Effectivement, c'est plus dur pour les petites copros. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est justement s'il n'y avait pas cette aide. Vous voyez? Parce que là, ça serait foutu. Pour les grosses copros, on y arriverait parce qu'on serait peut-être sur 250, 300 € par lot, donc on y arriverait. Mais sur les toutes petites copros, c'est même pas la peine, ça n'existerait pas. Bonjour. Quel serait le temps de travail estimé pour réaliser un DGT? Et deuxième question, quelle serait la répartition de temps de travail entre chaque intervenant, à peu près, si vous avez une idée? En fait, là, aujourd'hui, le référentiel, il a été pensé justement pour que le gros du DTG, c'est l'architecte.
C'est lui qui a le gros du travail. Et peut-être qu'on peut dire que... alors ça va dépendre évidemment de la taille de la copropriété, etc. Mais peut-être, oui, il a 3 fois plus de travail que le thermicien. On peut compter ça comme ça. Et c'est lui qui doit prendre le leadership, au fait. Hein. C'est ça notre objectif quand on a fait le référentiel, c'est de dire, bon, en plus, comme on sait qu'il y a beaucoup de copropriétés qui sont plutôt plus petites et en bâti ancien, si ce n'est pas les architectes qui prennent le leadership, alors on se plante. Et on voit bien au nombre de fiches, sur les fiches, je ne sais pas, là, sur les 25, on va dire, fiches type, le thermicien, il en a 4 ou 5. Tout le reste, c'est l'architecte. Sur le temps de travail, alors je vais proposer à l'architecte qui a réalisé le DTG de répondre, puisque c'est elle qui a fait ça. Mais vous allez voir que l'ordre de grandeur, en fait, c'est quand même que de l'ordre de quelques semaines. Ça se répartit des fois sur un temps très long, parce qu'on doit collecter beaucoup de données, et les données ne sont pas toujours accessibles directement. Donc c'est plutôt ça, c'est le temps de travail qui est réparti sur le long terme. Et après, sur le temps direct, qu'est-ce que tu dirais, Angela ? En effet, dans les cas spécifiques, c'était un test. Donc, c'était les premiers pour, disons, optimiser un outil. Et donc, forcément, ça demande un peu plus de temps par rapport à ce qu'on va faire dans les DTG suivants. Donc, les premiers, quand on utilise un nouveau modèle et tout ça, quand on collabore avec des équipes, disons, les thermiciens, l'ingénierie financière et tout ça, je ne cache pas que c'était un peu un investissement. Après, je pense qu'on peut, disons, gagner du temps avec l'exercice. Donc, c'est quelque chose. Moi, j'ai vu 2 avantages. L'effet de gagner du temps dans les DTG suivants et l'effet aussi que la DTG, c'est les premières parties, la première étape, mais après, il y a une maîtrise d'œuvre et il y a un chantier avec des travaux. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas se décourager au premier test parce que c'est quelque chose qui, sur la durée, peut être très intéressant. Mais si on comptabilise les heures du premier DTG, effectivement, on arrive un peu juste vis-à-vis des prix proposés. Excusez-moi, j'ai une question. On n'a pas parlé du BE structure, qui peut être quand même assez utile, parce que je pense qu'on ne va pas se contenter de constater qu'il y a des fissures, surtout au niveau du chiffrage. Alors effectivement, ça demande quand même un minimum de connaissances, on va dire, structurelles des immeubles. L'objectif dans le cadre du DTG, c'est avant tout du repérage et de la sensibilisation. Donc surtout, on ne rentre pas dans la partie vraiment étude, voilà, que ce soit de l'étude structurelle, de l'étude sanitaire, etc. On renseigne en disant, bah, là, on pense qu'il y a une défaillance sur l'immeuble, il y a une souffrance particulière, et attention, si on veut engager des travaux, il y a déjà effectivement un travail profond à faire d'études sur la structure du bâtiment. Mais le DTG ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas effectivement tout un cartel d'ingénierie. La seule ingénierie qu'on a, c'est le thermique pour se donner un ordre de grandeur, hein, et puis le financier, pareil, pour se donner une piste. Mais on n'est pas sur des études complètes qu'on pourrait avoir, et bien sûr qu'on engagera après. Si on fait les travaux avec l'immeuble, si on voit un défaut structurel, évidemment, on aura un BE structure qui viendra après. Mais surtout, vous pourrez le dire, en fait, dans le diagnostic, justement dans le DTG, si jamais sur la façade vous avez ces fissures ou en cave, bah, dans le poste concerné, vous direz, attention, des fissures comme ci, comme ça, une étude spécifique doit être engagée. Voilà. Et après, en off, on va dire, quand le conseil syndical il vous appelle, ah bah, est-ce que vous connaissez un bureau d'études de structure? Ben, après, vous faites ce que vous voulez, voyez. Mais c'est sûr que vous n'allez pas aller trop loin, vous, dans ce que vous écrivez, puisque vous n'allez pas tomber dans la prescription et vous n'allez pas donner les coordonnées de quelqu'un dans le DTG. Mais après, tout ce qui va se passer autour du DTG au moment des rapports avec les conseillers syndicaux du syndic, eh ben, vous avez champ libre, en fait. Oui, bonjour. Justement, j'avais une question qui est tout à fait dans le sujet, et ça concerne le fameux scénario zéro, hein, puisque c'est typiquement de ça dont on est en train de parler.
Et j'ai vu, ça m'a fait réagir, parce que tout à l'heure, j'ai vu dans le deuxième DTG qui était présenté, que le confrère présentait dans son scénario 0 155 000 € de travaux, donc en travaux soi-disant urgents, dont 145 000 en amélioration thermique. Donc, moi qui fais des audits énergétiques depuis un certain moment, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles sur qu'est-ce qu'on met dans ce fameux scénario 0, et ça pose une question importante pour les copropriétés, parce que, enfin, je dis ça pour ceux qui ne seraient pas habitués, le scénario 0, c'est le bouquet de travaux qui sont nécessaires avant d'envisager des travaux thermiques. Et quelquefois, les copropriétés, ça les arrête complètement parce qu'on leur dit, voilà, scénario 0, désolé, vous avez 1 million de travaux, quoi. Hein, donc, par rapport à la question qu'a posée donc la consoeur, du coup, où est-ce qu'on en est par rapport au contenu de ce fameux scénario 0, hein, compte tenu des limites qu'on a concernant le chiffrage qu'on pourrait, enfin le coût des travaux auquel on pourrait évaluer ce fameux scénario 0, sachant que on est limité puisqu'on va pas, on peut pas, enfin on est obligé de faire une prescription puisqu'on est obligé d'évaluer ces travaux, ne serait-ce que sommairement. Voilà. Alors pour moi, on ne fait pas une prescription, c'est bien important, surtout même en termes d'assurabilité. Faites bien attention aux termes que vous utilisez dans les rapports. Donc, je n'utilise jamais le terme prescription dans un DTG. Mais effectivement, on fait des évaluations. Il faut donner effectivement une enveloppe pour avoir une idée du budget de travaux engagés. Le scénario 0, effectivement, je crois qu'il n'y a pas dans le texte de loi, il me semble qu'il n'y a pas de définition sur ce qu'on doit mettre au minimum. Effectivement, par défaut, souvent, on fait les travaux d'entretien, de maintenance et de sécurité qui sont essentiels pour le maintien de l'immeuble. Dans ce cas-là, que je ne connais pas dans le détail, hein, il est possible aussi avec les copropriétaires, en se concertant, de se rendre compte, surtout sur une petite copropriété, si on voit que déjà les copropriétaires sont engagés, de se dire le premier scénario de base, on va le prendre déjà avec des travaux de rénovation énergétique. Donc ça, voilà, je vous dis, je ne connais pas le cas en détail, mais ça peut être aussi dans la concertation qu'on dit le scénario de départ, il a déjà des travaux d'amélioration. Et puis après, on peut faire un scénario amélioré qui va plus loin. Du coup, en fait, dans le référentiel, si Jean-Charles, tu peux revenir sur toi, tu avais des plans de travaux, il y a peut-être 5 ou 6 slides. En fait, dans le référentiel, justement, on a essayé de faire un peu différemment que... alors, vas-y encore, je pense que c'était sur le plan de travaux de Angela, en fait. Vas-y encore, vas-y encore. Ah non, c'était avant. Ah ouais, vas-y encore, non. Voilà, ici. Donc en fait, on ne voit pas forcément très bien, je ne sais pas, mais vous voyez, c'est le plan de travaux. Voilà, à gauche, vous avez donc ce qu'on a appelé les travaux classiques et après, toutes les opportunités d'embarquer. Donc bon, c'est un tableau qui est théorique. Justement, là, l'idée, c'est de l'expérimenter tous ensemble. Parce que à gauche, c'est le scénario 0. OK, c'est celui qu'on avait inventé, de dire, OK, il n'y a pas de rénovation énergétique. Et à droite, on embarque. Et donc là, par exemple, l'isolation du plancher... oui, à droite. Donc l'isolation du plancher, enfin à droite dans le tableau, OK. C'est pas simple, on aurait dû l'animer, mais vous voyez. Donc l'isolation du plancher haut du porche qui générerait... un petit peu d'isolation thermique. Donc on voit, il y a gain énergétique 3%, et après la ventilation, elle génère aussi 11% de gain énergétique, puisque aujourd'hui il y a des trous en fait, donc il n'y a pas du tout système. Voilà, donc là, on a un exemple de, OK, si on ne fait pas ce qui est prévu à droite du tableau, on a le scénario 0, au fait. Donc, bon, c'est ce qu'on a créé au moment du groupe de travail. On s'est dit, on va essayer de retravailler cette notion de scénario 0 qui est un petit peu complexe, tel que vous l'avez tout à l'heure décrit. Et donc, l'idée, c'est de l'expérimenter un peu autrement. Voilà, donc à suivre avec les prochaines réalisations et avec ceux qui utilisent le référentiel, puisqu'on voit, nous, on a essayé de l'utiliser tel que, on voit que Éric Vernat, il l'a utilisé un petit peu de manière différente. Bon, et donc lui, il n'a pas proposé de scénario 0, il a proposé, en fait, il l'a mis 0 dans son... C'était marqué 0 ?
l'appelé 0, mais effectivement, ça ressemblait à ton scénario 1 où on avait déjà des travaux embarqués. Ouais. Mais c'est ouvert. Donc, si vous avez des idées, on prend. Parce que ça fait partie des choses didactiques qui sont dures à faire passer. Et donc, peut-être qu'on n'a pas encore trouvé le bon outil. Enfin, on essaye de le trouver. Mais si c'est ouvert, moi, je pense que c'est bien justement d'en discuter dans la réunion intermédiaire avec le conseil syndical et de définir avec eux qu'est-ce qu'ils veulent comme scénario. C'est peut-être ça le plus adapté. Oui, mais il devrait être intégré dans un des trois. Par rapport à ça, nous, on essaye de dire dans le référentiel, essayez de faire que 2 scénarios. C'est déjà pas mal, c'est déjà assez compliqué. Et donc, si vous arrivez, par exemple, avec 2 et puis quelques petites options le jour de la réunion intermédiaire, bah, l'idée, c'est d'en sortir avec 2. Voilà. Et donc là, par exemple, sur l'exemple qu'on a, eh ben, il y a eu un scénario à 13% et un scénario à 42%. Bon, voilà, c'est ce qui est ressorti des discussions. Et donc, finalement, il n'y a pas eu de 0, vous voyez, voilà. Peut-être pour préciser, Camille, aussi, dans la réflexion qui a été menée lors du groupe de travail, c'est d'ailleurs ce premier listing en fait, de l'ensemble des travaux que la copropriété doit réaliser, ou devrait en tout cas pour maintenir l'état, et puis à côté, embarquer cette partie énergétique. Donc lorsque vous allez réaliser les différents scénarios de travaux, s'il n'y a pas de scénario 0 finalement, et que la copropriété, lors de la réunion intermédiaire, décide de partir sur ce que nous on appelle scénario de la copropriété, c'est finalement ce scénario-là sur lequel il faut être focus. Il y aura un scénario obligatoire à moins 35%, mais après le travail et le temps qui doit être mis doit être réalisé sur le scénario de la copropriété en réunion intermédiaire. Une question du fond de la salle. 2 questions, pardon. La première, c'est qu'on a eu plusieurs versions du DTG différentes présentées par différents organismes ce matin, entre la première et la deuxième conférence. Comment est-ce que ces choses-là se complètent, se superposent? Et puis à chaque fois, c'est couplé plus ou moins avec la possibilité d'obtenir des aides, mais également de la métropole du Grand Paris, une fois à 1 000 €, une fois à 5 000. Comment est-ce que... Est-ce que c'est des choses qui s'additionnent? Est-ce que si on remplit les préconisations de chaque organisme, est-ce qu'on peut déjà les remplir simultanément ou est-ce que c'est des choses qui sont concertées? Et deuxième question, sur l'audit énergétique dans la version ancienne, donc qui a été en vigueur de 2012 à 2021, qu'est-ce qu'on fait avec une copro qui aujourd'hui a un audit qui a été réalisé selon ce format-là? Est-ce que ça vaut pour DPE en vue d'obtention de subventions? Est-ce que ça permet... quelle est la continuité légale des choses qui ont existé pendant quelques années? Sur la deuxième question, on va dire, le DPE réglementaire, il est vraiment à part. Donc, une copropriété, même si elle a fait son audit énergétique, quelque part, elle devra faire son DPE réglementaire quand même. Ça, c'était pour la deuxième question, je pense. Et la première question, si j'ai bien compris, en gros, si vous avez plusieurs territoires sur lesquels vous avez des DTG réalisés, comment ça se passe pour obtenir les aides? Est-ce que c'est bien ça ou pas? Ah oui, ok. Alors... Ouais, je vais peut-être reprendre ce point-là d'ailleurs. Il y a une aide, en fait, effectivement, il y a 2 aides pour la métropole du Grand Paris. Donc, on a le chèque de 5 000 €, enfin, la subvention de 5 000 € pour la réalisation d'un DTG, donc le diagnostic technique global, donc la première étape en fonction des copropriétés. Donc là, une fois que la copropriété s'est rapprochée de l'agence au cas de l'énergie du territoire, elle sera suivie et à ce moment-là, on pourra définir avec elle quand faire une demande pour d'autres subventions locales du territoire donc, ou de la métropole du Grand Paris si on parle de maîtrise d'œuvre, conception. Donc ça vient dans une deuxième partie et systématiquement, en fonction du territoire sur lequel vous êtes, ce sera d'office l'agence au cas de l'énergie du territoire qui va pouvoir accompagner la copropriété et vous donner les éléments pour obtenir d'abord
la subvention de 5 000 € de la métropole. Et puis, par la suite, si la copropriété, à l'issue de ce DTG, décide de partir sur un programme et un scénario de travaux, lancer une phase de maîtrise d'œuvre conception, à ce moment-là, on va débloquer la subvention de 10 000 €. Ben, pour ce faire, il va falloir, pareil, respecter les critères demandés. Alors, il y avait une dernière question qui était sur est-ce qu'on peut récupérer un audit ancienne version et le réutiliser pour le DTG? Potentiellement oui, mais la difficulté c'est que souvent il a déjà été cadré avec certains types de conclusions qui ne sont pas forcément celles qu'on va retrouver dans le DTG. Donc ça peut des fois nous amener à des difficultés parce que finalement on veut présenter un scénario mais on n'a pas les données qu'il nous faut pour l'amener dans le DTG, donc ça peut nous amener à refaire soit un complément sur l'étude qui était existante, soit une nouvelle étude. Notamment si ce n'est pas le même prestataire, souvent... c'est vraiment au cas par cas pour le coup. Parfois ça peut être complété et d'autres fois il va peut-être falloir repartir sur quelque chose un peu plus light pour redémarrer cette phase de réflexion de la copropriété. Donc si la copropriété est en phase de réflexion, parce que si jamais l'audit global, même s'il n'est pas tout à fait évidemment parfait, il peut peut-être quand même engager la copropriété vers les postes qui seraient à traiter dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre de conception. Et en fait, les calculs réglementaires qui ont été faits pour savoir si on a le droit à des aides, si jamais on fait des scénarios de travaux à X ou Y% d'économie d'énergie, en fait, de toute façon, il faudra les refaire en phase conception. C'est pour ça qu'aux phases du DTG, ça reste des choses générales, sur des grandes enveloppes, etc. Parce que le jour où vous passez en phase conception, vous allez creuser les possibilités, vous allez creuser peut-être aussi le fait de faire un poste ou de ne pas le faire. Peut-être que ce sera des choses qui seront aussi en variante dans les devis, entre le base et certaines options qui devront être validées par l'Assemblée générale. Et le bouquet de travaux qui aura été calculé, que ce soit au moment du DTG ou d'audit énergétique, il sera peut-être devenu un petit peu obsolète. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que justement, en phase de maîtrise d'œuvre, eh bien, les architectes, quand il y a un petit peu du thermique quand même qui doit être embarqué, eh bien, il faut pouvoir répondre à la mission avec un bureau d'études thermiques qui pourra refaire les calculs. Voilà. Donc, si c'est la même équipe au moment du DTG, tant mieux. Dans les logiciels, il y a déjà les calculs, on va les reprendre. Si jamais c'est une autre équipe, ça ne coûte rien de demander à l'équipe qui avait fait l'audit s'ils ne peuvent pas donner leur fichier, je ne sais plus comment ça s'appelle. XML, oui. Ouais, voilà, donc on peut les demander, ça ne coûte rien. S'ils vous les donnent, tant mieux. Après, c'est là que vous allez vous rendre compte que leurs maîtres, ils étaient nuls, qu'ils avaient fait des maîtres mal. Bon, peut-être. Mais voilà. Donc, c'est sûr que si on peut se servir de l'audit qui a été fait, c'est quand même mieux pour essayer de passer à la phase d'après. Si jamais l'Assemblée générale et les copropriétaires n'ont pas réussi à se décider, n'ont aucune idée des postes sur lesquels ils veulent intervenir, peut-être qu'il va falloir refaire un peu quand même une étude. Voilà. Excusez-moi, on va devoir s'arrêter. Donc il y a une déjeuner qui est proposé ensuite dans l'arrière-chapelle. Vous pourrez continuer à discuter avec nos intervenants. J'espère que vous pouvez rester un petit peu. Voilà. Et donc on reprend à 14h30 pour ceux qui le souhaitent avec la présentation des réalisations exemplaires de logements individuels et collectifs.